Vous pensez que toucher le fond, c'est être enceinte de 7 mois et regarder sa valise s'écraser sur le trottoir? Ma belle-mère a ricané, sort d'ici, tandis que mon mari restait silencieux. Je pensais être seul jusqu'à ce que le grondement profond de moteur approche. Il pensait mettre à la porte une fille impuissante. Il ne réalisait pas que les hommes dans ces voitures étaient sur le point de racheter leur dette et de leur rappeler exactement qui je suis vraiment. Mon nom est Esther Claiborne, et la première chose que j'ai remarquée quand ma vie s'est effondrée, c'est le bruit que fait une roue en plastique lorsqu'elle racle le calcaire. Ma valise, une chose grise et lourde emballée avec une hâte qui trahissait la panique, a dégringolé les 3 dernières marches du porche d'entrée. Elle a atterri sur le côté sur l'allée pavée avec un dernier bruit sourd. Le son a résonné à travers le silence soigné de Brie Ridge comme un coup de feu. Je me tenais en haut des escaliers, une main serrant instinctivement la rondeur de mon ventre. 7 mois. Mon bébé donnait des coups contre ma paume, un battement frénétique qui reflétait le rythme de mon propre cœur. Le soleil de fin d'après-midi sur la Virginie jetait habituellement une lueur dorée et accueillante sur ces maisons, mais aujourd'hui, il ressemblait à un projecteur sur une scène où j'étais l'actrice principale involontaire d'une tragédie. Et ne pense même pas à revenir pour le reste, a dit Céleste Whittaker. Ma belle-mère se tenait sur le pas de la porte, sa silhouette encadrée par la grande entrée en chêne que j'avais polie il y a à peine 2 jours. Elle portait un cardigan en cachemire crème qui coûtait plus cher que ma première voiture, et son visage était figé dans un masque d'indignation vertueuse. Elle ne criait pas, Céleste ne criait jamais. Elle projetait. Elle parlait avec la diction exercée d'une femme qui savait que les voisins écoutaient. Grant, ai-je chuchoté. Ma voix s'est brisée. C'était humiliant de voir à quel point je paraissais petite. J'ai regardé par-dessus son épaule vers l'homme qui se tenait dans l'ombre du hall. Grant Whittaker, mon mari, l'homme qui avait promis de construire un sanctuaire pour nous. Il regardait le sol, étudiant le grain du bois franc comme s'il contenait les secrets de l'univers. Il ne pouvait même pas me regarder dans les yeux pendant que sa mère jetait sa femme enceinte à la rue. Allez-y, regardez-le, a nargué Céleste, s'avançant pour bloquer ma vue. Il en a fini avec toi, Esther. Nous en avons tous fini avec cette mascarade. Pensais-tu vraiment pouvoir piéger un Whittaker avec une grossesse? Nous ne sommes même pas sûrs que cette chose que tu portes a une goutte de notre sang. L'accusation m'a frappé plus fort que la valise n'avait frappé le sol. C'était un mensonge si audacieux, si calculé, qu'il m'a coupé le souffle. Vous savez que ce n'est pas vrai, ai-je réussi à dire, la voix tremblante de rage et de choc. Je sais que tu es une escroc, a annoncé Céleste, élevant la voix pour qu'elle porte à travers la pelouse là où les voisins commençaient à se rassembler. Une chercheuse d'or qui pensait pouvoir grimper l'échelle sociale sur le dos. Eh bien, l'ascension est terminée. Tu es en violation de propriété. J'ai regardé vers le cul-de-sac. Le silence de banlieue avait été brisé. Les Marshall en face arrosaient leur jardin, bien que Madame Marshall tienne son téléphone en l'air, l'objectif noir pointé directement vers moi. 2 joggeurs s'étaient arrêtés au coin, chuchotant. Je pouvais sentir le voyant rouge d'enregistrement clignoter dans mon esprit. Ils ne voyaient pas un être humain en crise, ils voyaient du contenu. Ils voyaient la fin scandaleuse de la fille de nulle part qui avait osé épouser le prince de Marobé. Je me suis retourné vers la maison, désespéré de trouver un gramme d'humanité. Et c'est là que je l'ai vue au 2e étage, à la fenêtre de la chambre principale, cela en mérite. Elle se tenait là, exactement là où je me tenais autrefois pour regarder Grant partir au travail. Elle portait un peignoir en soie, mon peignoir en soie, celui que j'avais reçu à ma fête de mariage. Elle ne se cachait pas. Elle s'appuyait contre la vitre, les bras croisés, et elle souriait. C'était un petit sourire serré de victoire absolue. Elle m'a regardé de haut, grelottante sur le porche dans ma robe de maternité, puis elle a lentement tendu la main et fermé les rideaux. Le message était clair, ma maison maintenant. J'ai trébuché dans les marches, cherchant la poignée de ma valise. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine la saisir. Je devais sortir d'ici. J'avais besoin d'un taxi. J'ai cherché mon téléphone dans mon sac. Silence de mort sur la ligne. J'ai regardé l'écran, aucun service. Mon estomac s'est noué. J'ai tapoté sur l'application bancaire, espérant transférer des fonds pour appeler un Uber en utilisant le Wi-Fi qui ne s'était pas encore déconnecté. Compte verrouillé. Contacter l'administrateur. Il ne m'avait pas seulement jeté dehors, il m'avait effacé. Céleste avait parfaitement planifié son coup. Elle savait exactement comment couper les ponts. J'étais enceinte de 7 mois,
debout sur un trottoir dans une communauté fermée où marcher était considéré comme une activité suspecte, sans argent, sans service téléphonique et sans aucun moyen de partir. Tu ferais mieux de commencer à marcher, ma chère, a lancé Céleste depuis le porche, s'appuyant contre le cadre de la porte. J'ai déjà appelé la sécurité. Ils seront ici dans 10 minutes pour enlever les ordures. J'ai senti les larmes me piquer les yeux, chaudes et cuisantes. J'ai mordu l'intérieur de ma joue jusqu'à sentir le goût du cuivre. Je ne pleurais pas. Pas devant elle. Pas devant les téléphones portables. Tenez, prenez ceci. La voix était rude, calme. Je me suis retourné pour voir Monsieur Graham Dorsey debout près de la haie qui séparait notre pelouse de la sienne. C'était un homme âgé, un juge à la retraite qui restait habituellement seul. Il tendait une bouteille d'eau et un vieux smartphone cabossé. J'ai vu ce qu'ils ont fait, a-t-il marmonné, ses yeux se tournant vers Céleste avec dégoût. Prenez-le. Passez votre appel, mon enfant. J'ai pris l'eau avec des mains tremblantes. Merci, Monsieur Graham. Faites vite, a-t-il chuchoté. Elle regarde. J'ai tenu le téléphone. Mes doigts planaient au-dessus du clavier. Il n'y avait qu'un seul numéro que je connaissais par cœur, un numéro que j'avais juré de ne jamais utiliser. J'avais passé les 3 dernières années à essayer de prouver que j'étais Esther Claiborne, une femme indépendante, pas seulement la petite sœur de 2 titans. Je voulais être aimé pour moi, pas pour l'empire derrière mon nom. J'ai regardé les rideaux fermés de la chambre principale. J'ai regardé la lâcheté de Grant. J'ai regardé le visage suffisant de Céleste. J'ai composé le numéro. Ça a sonné une fois. Parlez, a répondu une voix de baryton profonde. Pas de salutation, juste de l'efficacité. Mason, ai-je dit. Ma voix était à peine un murmure. Il y a eu une pause à l'autre bout, un silence qui semblait lourd et chargé. Esther? Ils m'ont jeté dehors, ai-je dit, le barrage cédant enfin dans ma poitrine, bien que je garde le visage sec. Grant, Céleste. Ils m'ont jeté à la rue. Ils ont verrouillé les comptes. Je suis sur le trottoir. J'ai entendu une vive inspiration à l'autre bout, puis un bruit de froissement comme une chaise repoussée violemment contre un plancher de bois franc. Es-tu blessé? Non, ai-je dit. Juste humilié. Où es-tu exactement? Au bord du trottoir, Brier Ridge. Reste là, a dit Mason. L'ordre était absolu, ce n'était pas une demande. Ne bouge pas d'un pouce. Ne leur parle pas. Ne signe rien. Nous sommes à 2 minutes. 2 minutes, ai-je demandé, confuse. Comment? Nous surveillons, Esther. Nous attendions juste que tu nous le demandes. La ligne a coupé. J'ai rendu le téléphone à Monsieur Graham. Merci. Céleste a ri. Elle était descendue les marches jusqu'au bord de l'allée, voulant être plus proche du dénouement. Qui as-tu appelé, Esther? Une ligne d'assistance caritative? Ou peut-être l'un de ces amis minables de ton ancienne vie qui vient te chercher dans une berline rouillée? Oh, ça va être grandiose. Elle s'est tournée vers Madame Marshall de l'autre côté de la rue, forçant sa voix pour l'enregistrement. C'est tellement triste quand il refuse d'accepter la réalité, n'est-ce pas? Nous avons essayé de l'aider, mais certaines personnes ne peuvent tout simplement pas être civilisées. Je me suis redressé. J'ai placé mes 2 mains sur mon ventre, sentant la vie à l'intérieur de moi, la seule chose innocente dans tout ce quartier. J'ai regardé Céleste, je l'ai vraiment regardée, et j'ai réalisé à quel point elle était petite. Elle pensait détenir le pouvoir parce que son nom était sur l'acte de propriété et le mien était sur le trottoir. Elle pensait que le pouvoir était l'humiliation. J'ai pris une profonde inspiration de l'air frais de Virginie. Si je tombe maintenant, me suis-je dit, je reste à terre pour toujours. Vous auriez dû vérifier mes antécédents, Céleste, ai-je dit doucement. Quoi, a-t-elle répliqué. J'ai levé la tête. J'ai dit que vous auriez vraiment dû faire une meilleure vérification de mes antécédents. Céleste a eu un ricanement méprisant, ouvrant la bouche pour proférer une autre insulte, mais les mots sont morts dans sa gorge. Cela a commencé comme une vibration sous la plante de mes pieds, un bourdonnement rythmique bas qu'on ressentait avant de l'entendre. Ce n'était pas le sifflement aigu des SUV de banlieue qui peuplaient Brier Ridge, c'était un grognement mécanique et viscéral. Cela ressemblait à un front d'orage arrivant au ras du sol. Les voisins ont abaissé leur téléphone, tournant la tête vers l'entrée du cul-de-sac.
Les oiseaux semblaient avoir cessé de chanter. Céleste a froncé les sourcils, regardant vers la route. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Au coin de la rue, du chrome noir a capté le soleil de l'après-midi. Ce n'était pas une berline rouillée. C'était un convoi, et le son de ses moteurs a fait dresser les poils sur ma nuque, pas de peur, mais d'une reconnaissance soudaine et féroce. Mes frères étaient arrivés. Pour comprendre la violence du choc, il faut comprendre de quelle hauteur je suis tombé. Il y a 3 ans, je n'étais pas cette femme serrant son ventre sur un trottoir. J'étais la femme dans l'ombre, portant le pantalon noir et le polo noir réglementaire de Harbor 20 Stratégie. J'étais coordinatrice d'événements, ce qui est un titre d'entreprise poli pour désigner une servante professionnelle. Mon travail consistait à m'assurer que les flûtes de champagne n'étaient jamais vidées, que les riches donateurs de Virginie n'avaient jamais à regarder une serviette sale pendant plus de 3 secondes. J'étais invisible par dessein. J'étais doué pour ça. J'avais passé toute ma vie d'adulte à essayer d'être invisible, à essayer de distancer l'ombre du nom Claiborne, à essayer de prouver que je pouvais construire une vie sans fonds fiduciaire comme filet de sécurité. Puis Grant Whittaker est entré dans la salle de bal du Ritz-Carlton. Il ne ressemblait pas aux autres hommes de la pièce. Il n'a pas regardé à travers moi. J'ajustais un arrangement floral qui commençait à flétrir sous la chaleur des projecteurs quand une main a doucement touché mon épaule. J'ai tressailli, me retournant, m'attendant à une réprimande de mon superviseur. Au lieu de cela, j'ai trouvé Grant tenant 2 verres d'eau pétillante. « Vous avez l'air d'être la seule personne dans cette pièce qui travaille réellement », a-t-il dit. Son sourire était facile, pratiqué et d'une chaleur dévastatrice. Prenez une pause. Personne ne regarde. C'était le premier mensonge qu'il m'ait jamais dit. Les gens regardaient toujours. Dans son monde, l'observation était un sport de combat. Mais je suis tombée amoureuse. Je suis tombée amoureuse de la façon dont il me faisait sentir comme une exception aux règles de sa classe. Nous sommes sortis ensemble dans un tourbillon qui ressemblait moins à une romance qu'à une mission d'extraction. Il m'a sorti de mon petit appartement et de mon travail invisible pour me placer sur le siège passager de son cabriolet. Il m'a dit qu'il aimait le fait que je sois une page blanche, une femme sans prétention. Il a dit qu'il en avait assez des arrivistes et des débutantes qui auditionnaient pour le rôle de sa femme depuis la maternelle. Il voulait quelque chose de vrai. Je pensais être le rappel à la réalité dont il avait besoin. Je n'avais pas réalisé que je n'étais qu'une rébellion dont il finirait par se lasser. La transition vers Brie Ridge ne fut pas un accueil, mais une inspection. Je me souviens de la première fois que j'ai rencontré Céleste Whittaker. C'était un déjeuner au club de golf, un endroit où la climatisation était réglée à une température qui exigeait du cachemire. Je portais une robe que j'avais achetée sur un cintre dans un grand magasin, pensant qu'elle était élégante. Céleste n'a pas regardé mon visage, elle a regardé mes chaussures. Puis elle a regardé les coutures de mon ourlet. « Esther », a-t-elle dit, testant le nom comme s'il s'agissait d'un vin tourné au vinaigre. Juste Esther? Pas de deuxième prénom, pas de domaine familial dans les Hamptons ou les Carolines? Juste Esther, ai-je répondu, essayant de garder la tête haute. Mes parents sont des gens discrets. C'était la vérité, d'une certaine manière. Les Claiborne étaient discrets parce qu'ils étaient assez puissants pour acheter le silence. Mais Céleste l'a pris pour un aveu de pauvreté. Elle s'est tournée vers Grant, la même à table, et a dit les mots qui auraient dû me faire fuir. « Grant, chéri », a-t-elle dit, découpant sa salade avec une précision chirurgicale. Nous n'épousons pas des gens que nous devons expliquer. C'est épuisant de devoir rédiger une histoire pour une personne de rien. Grant en avait ri. Il avait tendu la main à travers la table et serré la mienne. Mère est juste protectrice, m'a-t-il dit plus tard. Elle s'inquiète de l'image de la famille. Une fois que nous serons mariés, elle verra que tu es l'une des nôtres. Je l'ai cru parce que je voulais croire que l'amour était plus fort que la généalogie. Le mariage eut lieu à Whittaker Hall, une affaire somptueuse qui coûtait plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en une décennie. J'ai remonté l'allée vers lui, sentant que j'avais enfin trouvé un endroit où me poser. Mais avant la cérémonie, il y avait eu la réunion dans la bibliothèque, une longue table en acajou, l'avocat de la famille de Grant, et un document assez épais pour arrêter une balle. C'est la norme, avait dit Grant, faisant glisser le stylo vers moi. Juste un accord prénuptial pour protéger le patrimoine familial. Ça ne veut rien dire, Esther. C'est juste du papier. Si tu me fais confiance, tu signeras. J'ai signé.
Je n'ai pas lu les clauses sur la fin de résidence. Je n'ai pas lu les stipulations sur la gestion de la réputation. J'ai signé parce que je pensais que nous construisions un partenariat, pas que nous négocions une prise d'otage. Pendant 2 ans, j'ai essayé. J'ai vraiment essayé. Je suis devenue la femme parfaite. J'ai appris à organiser des galas de charité au lieu d'y travailler. J'ai appris quelle fourchette utiliser pour le poisson et laquelle pour la salade. J'ai appris à sourire quand les voisins de Brier Ridge me posaient des questions pointues sur mon université ou sur la raison pour laquelle ils n'avaient jamais vu ma famille aux fêtes du solstice d'été. Je suis brouillé avec mes frères, disais-je vaguement. C'était le seul mensonge que je disais, mais je le disais pour protéger la seule chose qui m'appartenait, mon identité distincte des milliards des Claiborne. Céleste, cependant, n'a jamais cessé de fouiller. Elle était comme un limier suivant une piste. Chaque dîner du dimanche, entre le rôti et le dessert, l'interrogatoire reprenait. C'est tellement étrange, songeait-elle en faisant tournoyer son vin rouge. Tu as les manières d'une fille de bonne famille, Esther, mais l'histoire d'un fantôme. Fuis-tu la justice? Ou ta famille est-elle si terriblement embarrassante que tu l'as effacée? Mère, arrête, disait Grant, mais sa défense s'affaiblissait. Il commençait à me regarder avec la même curiosité, comme s'il se demandait s'il avait acheté un tableau de contrefaçon. Puis vint le test positif. Je me souviens parfaitement de la soirée. La pluie martelait les portes-fenêtres du salon. J'ai tendu à Grant le petit bâton en plastique. Pendant un moment, l'ancien Grant est revenu. Il m'a soulevé du sol, me faisant tournoyer, enfouissant son visage dans mon cou. Un bébé, a-t-il chuchoté. Nous allons avoir un bébé. Je me sentais en sécurité. Je sentais que j'avais enfin donné au Whittaker quelque chose qui ne pouvait être contesté, un héritier, un lien de sang qui cimenterait ma place dans cette maison froide et magnifique. Nous sommes allés à la maison principale pour le dire à Céleste. Grant rayonnait. Il a annoncé la nouvelle avec fierté. Mère, tu vas être grand-mère. Céleste était assise dans son fauteuil à oreille près du feu. Elle ne s'est pas levée. Elle n'a pas souri. Elle a regardé Grant, puis son regard a glissé vers moi. Ses yeux sont descendus vers mon ventre, qui était encore plat, puis sont remontés vers mon visage. Ce n'était pas un regard de joie, c'était un regard de calcul. C'était le regard d'un général évaluant une erreur tactique sur un champ de bataille. En sommes-nous sûrs, a-t-elle demandé doucement. Bien sûr que nous en sommes sûrs, Harry Grant, ne percevant pas le venin dans son ton. Le médecin l'a confirmé aujourd'hui. Non, a dit Céleste, sa voix descendant d'une octave, transformant l'air de la pièce en glace. Je veux dire, sommes-nous sûrs que c'est un Whittaker? Esther a passé beaucoup de temps à faire du bénévolat au refuge ces derniers temps. On entend des histoires. Grant s'est raidi à mes côtés. Mère, c'est insensé. Ah bon? Céleste a pris une gorgée de son thé. Elle vient de nulle part, Grant. Les gens qui viennent de nulle part font des choses désespérées pour assurer leur position. Un bébé est une police d'assurance très pratique. Grant l'a regardé, choqué, mais il n'a pas crié. Il n'a pas exigé d'excuses. Et dans ce silence, j'ai vu la première fissure dans les fondations. Je l'ai vu s'interroger, juste une seconde. Mais une seconde suffit pour qu'un mariage meure. J'ai placé une main sur mon ventre, protégeant instinctivement cette vie qui avait la taille d'une myrtille. Je pensais que le bébé serait mon ancre, je n'avais pas réalisé qu'il serait le catalyseur de mon expulsion. Céleste ne regardait pas un petit enfant, elle regardait un passif qu'elle devait liquider avant que l'acte de naissance ne soit signé. Au 5e mois de ma grossesse, le silence dans notre maison avait changé de texture. Ce n'était plus le calme confortable de 2 personnes lisant dans la même pièce, c'était le silence lourd et étouffant des secrets gardés derrière des écrans verrouillés. Grant commençait à rentrer après 21 heures, sentant le scotch coûteux et un parfum résolument floral, et non l'odeur fraîche et propre du désodorisant de bureau qu'il prétendait s'attacher à ses costumes. Il m'a dit qu'il travaillait sur une acquisition massive pour le cabinet, une affaire qui exigeait que tout le monde soit sur le pont. Je voulais le croire. J'avais besoin de le croire parce que l'alternative consistait à admettre que le conte de fées auquel j'avais adhéré était en train de se dissoudre alors que mon corps prenait de l'ampleur. Puis vint le second téléphone. Je l'ai trouvé en train de charger derrière une pile de livres dans son bureau à domicile. C'était un appareil noir élégant identique au sien, mais quand j'ai tapoté l'écran, il a exigé un code à 6 chiffres que je ne connaissais pas. Quand je l'ai confronté,
Grant n'a même pas levé les yeux de son ordinateur portable. C'est un téléphone jetable pour l'affaire, Esther, a-t-il dit, la voix plate et dédaigneuse. Nous traitons de la propriété intellectuelle sensible. Le client exige des lignes cryptées. Honnêtement, dois-tu m'interroger sur chaque pièce d'équipement dans cette maison? Tu ne l'as jamais mentionné, ai-je dit, ma main reposant sur la courbe de mon ventre. Tu avais l'habitude de tout me dire. Il m'a finalement regardé, ses yeux se rétrécissant avec un mélange de pitié et d'agacement. Tu es sous l'effet des hormones, Esther. Le docteur Evans a dit que cela arriverait. Tu fais une fixation sur des choses parce que tu es anxieuse à propos de l'accouchement. Tu inventes des fantômes. C'était son arme favorite, ma propre biologie. Chaque soupçon que j'exprimais était rejeté comme de l'hystérie. Chaque question était étiquetée comme un symptôme de mon état. Il me faisait me sentir folle pour ne pas avoir à se sentir coupable. Et puis Sloan Merritt a franchi notre porte d'entrée. Céleste l'a présenté lors d'un dîner dominical comme si elle dévoilait une œuvre d'art. Esther, voici Sloan. Elle et Grant étaient inséparables à Yale. Elle vient de se réinstaller à Morro Bay pour rejoindre le cabinet en tant que consultante senior. Sloan était belle d'une manière qui semblait prédatrice. Elle avait des traits acérés, des cheveux sombres et brillants, et une façon de bouger qui suggérait qu'elle possédait l'espace qu'elle occupait. Elle ne m'a pas serré la main. Elle a offert un poignet mou et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. C'est tellement bon de rencontrer enfin la femme qui a rangé Grant, a-t-elle dit. L'accent mis sur le mot « ranger » donnait l'impression d'un compromis. Au cours des semaines suivantes, Sloan est devenue une habituée. Elle n'était pas seulement une collègue, elle était une espèce envahissante. Je descendais le matin pour la trouver déjà dans ma cuisine, appuyée contre l'îlot de marbre, buvant du café dans ma tasse préférée. « Oh, désolé », a-t-elle dit un matin, sans bouger d'un pouce. Céleste m'a laissé entrer. Nous devions revoir quelques dossiers avant que la voiture n'arrive. J'espère que ça ne te dérange pas, elle appelait ma belle-mère, maman. Elle le faisait avec désinvolture, le glissant dans les phrases comme un couteau glissant entre les côtes. Maman a dit que le rôti était sec la dernière fois, ou, maman pense que le bleu est vraiment la couleur de Grant. Elle s'asseyait sur la chaise à côté de Grant à la table de la salle à manger, l'endroit où je m'asseyais avant que Céleste ne réorganise le plan de table pour favoriser le flux de la conversation. J'ai essayé d'en parler à Grant. Elle est toujours là, Grant. C'est irrespectueux. Elle fait partie de la famille, pour l'essentiel, a répondu Grant, ajustant sa cravate dans le miroir. Tu te montres territorial, Esther. C'est déplacé. Sloan m'aide à sauver l'entreprise. Tu devrais être reconnaissante. Mais la gratitude était difficile à trouver quand j'ai découvert la boîte en velours. Elle était cachée dans la boîte à gants de la Mercedes de Grant, sous le manuel du propriétaire. Je l'ai ouverte pour trouver un délicat bracelet en or avec une breloque en forme d'étoile. Au dos, dans une gravure microscopique, se trouvait la lettre S, mon cœur tambouriné contre mes côtes. Je l'ai attendu dans l'allée ce soir-là. Qui est-ce, ai-je demandé en tendant la boîte. Grant n'a pas scié. Il a ri. C'était un son fluide et pratiqué. C'est pour Sheila. Sheila Vance, la directrice de la cible d'acquisition. C'est un cadeau de clôture, Esther. Est-ce pour Sheila? Nous essayons de lui faire plaisir. Ça semble très personnel pour une cliente, ai-je dit. C'est ainsi que les affaires se font à ce niveau, a-t-il dit, m'arrachant la boîte des mains. Dieu, Esther, arrête de fouiner. Tu deviens impossible à vivre. Il a presque réussi à me faire croire. Presque. 2 jours plus tard, au gala de charité de la Fondation Whittaker, je l'ai vu. Je portais une robe de maternité qui me donnait l'impression d'être une tante, debout près de la table du buffet avec un verre d'eau pétillante. Sloan est entrée dans la pièce vêtue d'une robe rouge d'eau nue qui la moulait comme une seconde peau. Elle riait de quelque chose que Grant lui chuchotait à l'oreille. Au moment où elle levait la main pour écarter une mèche de cheveux de son front, un geste intime qui a glacé le sang dans mes veines, la lumière a accroché son poignet. L'étoile d'or. La breloque. Elle m'a vu regarder. Elle n'a pas retiré sa main. Au lieu de cela, elle a tourné son poignet lentement, laissant les diamants capter la lumière du lustre, et m'a regardé droit dans les yeux. Elle a souri. C'était un sourire qui disait, « Je sais que tu sais, et je sais que tu ne peux absolument rien y faire. » C'est à ce moment-là que les larmes ont cessé et que la logique froide s'est installée.
J'ai réalisé que je n'étais pas folle. J'étais traqué. J'ai arrêté de poser des questions. J'ai commencé à prendre des notes. J'ai acheté un petit carnet relié en cuir et je l'ai caché dans mon sac à tricot. J'ai tout enregistré. 12 novembre, Grant est parti à 7 heures. La voiture de Sloan, une Porsche blanche, plaque VLX 492, est arrivée au domaine Whitaker à 7h15. 14 novembre, Céleste a renvoyé le personnel de nettoyage plus tôt. Grant et Sloan ont passé 2 heures dans la bibliothèque avec les portes verrouillées. J'ai commencé à remarquer la coordination. Céleste m'envoyait faire des courses, Esther, ma chère, va chercher les arrangements floraux en ville, qui me tenaient éloigné de la maison pendant exactement la durée des visites de Sloan. Il déplaçait des pièces autour de moi, me traitant comme un obstacle sur un plateau de jeu. Puis vint la conversation qui me glaça plus encore que l'affaire elle-même. Je me reposais dans le solarium, caché par une grande fougère en peau, lisant un livre sur les soins aux nourrissons. Les portes vitrées donnant sur le patio étaient ouvertes. J'entendis des pas, le claquement de talons et le pas lourd de chaussures Richelieu. Tu dois être patiente, Sloan, la voix de Céleste parvint jusqu'à moi. Le timing doit être juridiquement inattaquable. J'en ai assez d'attendre, se plaignit Céleste Sloan. Sa voix était pétulante, tranchante. Il dort toujours dans le même lit qu'elle. Pas pour longtemps, apaisa Céleste. Les avocats finalisent la restructuration de la fiducie. Si tout se passe comme prévu, la restructuration financière sera terminée avant la naissance du bébé. Une fois les actifs déplacés, elle pourra avoir le divorce. Elle n'aura rien. Et le bébé, demanda Sloan. Nous nous occuperons de la garde le moment venu, dit Céleste d'un ton dédaigneux. Grant n'a pas besoin de ce fardeau en ce moment. Nous avons besoin que le lien Claiborne soit rompu avant qu'elle ne réalise ce à quoi elle a droit. Mon souffle se coupa. Il ne prévoyait pas seulement de me quitter, il prévoyait de me dépouiller de tout et potentiellement de me prendre mon enfant. Je restai figé jusqu'à ce qu'il s'éloigne. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli lâcher mon livre. Il pensait que j'étais une pauvre moins que rien. Il pensait que j'étais impuissante. Il n'avait aucune idée que le lien Claiborne qu'il voulait rompre n'était pas un certificat de mariage, mais une lignée de sang sur laquelle il n'avait pas enquêté correctement. Ce soir-là, une tempête arriva de la côte. Les lumières vacillèrent et s'éteignirent vers 20 heures, plongeant la maison dans l'obscurité. Grant n'était pas à la maison, il travaillait tard. J'allumai une lampe de poche, mon cœur battant un rythme de rébellion contre mes côtes. Je savais que Céleste était à son club de bridge. La maison était vide. Je me rendis directement dans le bureau de Céleste. Je n'avais jamais osé entrer dans cette pièce sans permission. Elle sentait le vieux papier et le pot pourri coûteux. Je passai le faisceau de ma lampe sur le bureau en acajou. Rien. J'ouvris le tiroir du haut, de la papeterie. J'essayai le tiroir du bas, verrouillé. Je me souvins avoir vu Céleste cacher une clé dans un vase en porcelaine sur la cheminée il y a des années. J'y plongeai la main, mes doigts effleurèrent le métal froid. Je déverrouillai le tiroir. À l'intérieur, il y avait des rangées nettes de dossiers suspendus. Je les feuilletai avec des doigts tremblants. Impôts, immobilier, investissement. Et puis je m'arrêtai. Un épais dossier rouge se trouvait tout au fond. L'étiquette était dactylographiée en lettres noires et grasses, vérification Claiborne. Je le sortis. Il était lourd. Je l'ouvris, éclairant la première page. C'était un rapport de détective privé. Il y avait des photos granuleuses de moi datant de l'université et des copies de mon acte de naissance, mais quelqu'un avait entouré mon nom de famille au marqueur rouge et écrit une note dans la marge, aucune trace des parents dans les registres publics, frères et sœurs inconnus, existence d'un fonds fiduciaire. Le sujet est isolé. Mais en dessous de cela, il y avait un document plus récent daté d'il y a seulement 2 jours. C'était l'impression d'un email provenant d'un contact à New York, lignée Claiborne. Nous avons trouvé une divergence. Il y a 2 frères Claiborne qui dirigent une société de capital investissement à Manhattan. Ils partagent une mère avec votre sujet. Nous devons confirmer s'il existe une relation avant que vous ne procédiez à l'expulsion. Mon sang ne fit qu'un tour. Il se rapprochait. Il connaissait Mason et Reed, il ne savait simplement pas si mes frères se souciaient de moi. J'entendis la porte d'entrée s'ouvrir en bas. Grant, fais attention avec le parapluie. La voix de Céleste résonna dans l'escalier. Je me figeai. J'étais piégé dans le bureau,
tenant le dossier qui prouvait qu'il me traquait, et les chasseurs venaient de rentrer à la maison. Je refermai brusquement le dossier, mais dans ma hâte, je renversai un lourd presse-papier en cristal du bureau. Il frappa le sol avec un bruit qui brisa le silence comme un coup de feu. « Qui est là-haut » La voix de Céleste était vive, immédiate. J'éteignis la lampe de poche. Des pas précipités commencèrent à monter l'escalier. Je m'accroupis derrière les lourdes draperies de velours de la fenêtre du bureau. Mon souffle était si serré dans ma poitrine que je pensais que mes poumons allaient éclater. La lampe de poche était éteinte, enfoncée profondément dans la poche de ma robe de maternité. Dans ma main, je serrais le dossier rouge intitulé « Vérification Claiborne » comme s'il s'agissait d'un bouclier. Les pas que j'avais entendus plus tôt s'étaient arrêtés juste devant la porte, mais la conversation s'était déplacée à l'intérieur. Je risquai un coup d'œil au papier dans la pénombre filtrant du couloir. Ce que je vis me fit monter la bile à la gorge. Ce n'était pas seulement une vérification d'antécédents, c'était un journal de surveillance qui datait d'avant notre relation. Il y avait des photos de moi achetant du café dans une bodega 3 mois avant que Grant et moi ne soyons censés nous rencontrer par hasard au Ritz-Carlton. Il y avait des analyses financières de mes maigres comptes bancaires étiquetés faible risque et absence d'actifs. Il y avait un diagramme, une véritable carte me reliant à Grant avec une chronologie marquée par trimestre. Ma date de mariage n'était pas marquée d'un cœur, elle était marquée des mots phase d'acquisition terminée. Il ne m'avait pas simplement trouvé, il m'avait sélectionné. J'étais la candidate parfaite, une femme ayant les bonnes manières mais aucun pouvoir apparent, aucune fortune, et apparemment aucune famille pour poser des questions. J'étais l'épouse de remplacement dont ils avaient besoin pour paraître respectable pendant qu'ils manœuvraient quelque chose de plus sombre en arrière-plan. Arrête de faire les 100 pas, Sloan. Tu abîmes le tapis, coupa la voix de Céleste dans la pièce. Elle était assise à son bureau, à peine à 3 mètres de l'endroit où je me cachais. Je ne fais pas les 100 pas, je calcule, rétorqua Sloan. La douceur dont elle faisait preuve devant Grant avait disparu, remplacée par le tranchant métallique de l'ambition. La fusion avec le Merit Trust ne peut pas avoir lieu tant qu'elle joue encore à la petite ménagère à l'étage. Le conseil d'administration commence à s'inquiéter. Ils savent que Whittaker Dominion perd de l'argent. Si nous n'annonçons pas l'alliance bientôt, les créanciers vont commencer à saisir les actifs. Nous ne pouvons pas annoncer une alliance tant que mon fils est encore marié à l'incubatrice, répondit calmement Céleste. L'incubatrice. Je pressai une main sur ma bouche pour empêcher un sanglot de s'échapper. C'était tout ce que j'étais pour elle, un récipient. Alors accélère les choses, siffla Sloan. Mets-la dehors. Tu as dit qu'elle avait signé le contrat de mariage. Il est inattaquable. La grossesse complique l'image publique, dit Céleste, le bruit d'un stylo tapotant contre le bureau résonnant dans le silence. Les juges ont tendance à être compatissants envers les femmes enceintes éplorées. Nous avons besoin d'un motif. Nous avons besoin qu'elle soit la méchante. C'est pourquoi nous la laissons rester pour l'instant. Laissons-la devenir hystérique. Laissons-la t'accuser d'infidélité. Plus elle aura l'air folle, plus il sera facile de la peindre comme instable quand nous déposerons la demande. Et le bébé, demanda Sloan. Je ne veux pas de ces bagages qui courent dans ma maison. Une fois que l'enfant sera né, nous exigerons un test ADN, dit Céleste. Sa voix était si factuelle qu'elle aurait pu discuter d'un menu de dîner. Non pas parce que nous doutons de la paternité, mais parce que cela retarde le règlement. Nous faisons traîner l'affaire au tribunal. Nous l'ensevelissons sous des frais de justice qu'elle ne peut pas se permettre. Elle renoncera à la garde juste pour que cela s'arrête. Et alors la dette restante sera restructurée sous ton nom, et Grant sera libre. La porte s'ouvrit à nouveau. Le pas lourd de chaussures Richelieu sur le parquet, Grant. Je regardai à travers l'interstice entre les rideaux. Mon mari entra dans la pièce. Il avait l'air fatigué, sa cravate desserrée, un verre de scotch à la main. Il ne ressemblait pas à un méchant, il ressemblait à un homme qui avait vendu son âme et qui était maintenant trop épuisé pour négocier le rachat. Grant, chéri, roucoula Sloan, sa voix tombant instantanément dans ce registre sensuel qu'elle utilisait avec lui. Nous discutions justement de la transition. Grant s'affala dans le fauteuil en cuir. Il ne regarda pas Sloan, il regarda sa mère. Elle m'a posé des questions sur le bracelet aujourd'hui. Celui pour Sheila. Et, demanda Céleste. J'ai menti, dit Grant, prenant une longue gorgée de sa boisson. Je lui ai dit que c'était un cadeau pour un client. Elle m'a cru, mais elle a peur, mère. Elle sait que quelque chose ne va pas.
Peu importe ce qu'elle sait, dit froidement Céleste. Ce qui importe, c'est ce qu'elle peut prouver. A-t-elle accès au compte? Non, dit Grant. J'ai changé les mots de passe ce matin. Elle n'a plus accès à rien. Bien. Céleste se leva. Souviens-toi, Grant, ce n'est pas de la cruauté. C'est de la survie. Le nom Whittaker ne survit pas à une faillite. Sloan apporte le capital dont nous avons besoin pour sauver ton héritage. Esther était un charmant intermède, mais elle n'est pas une partenaire. C'est un handicap. Grant ferma les yeux une seconde. Je priais pour qu'il me défende. Je priais pour qu'il se lève et dise que j'étais sa femme, la mère de son enfant, la femme qu'il avait juré d'aimer. Fais juste en sorte que ce soit rapide, murmura Grant. Le moment venu, ne la laisse pas souffrir plus que nécessaire. Ce n'était pas une défense, c'était une exécution par pitié. C'est à ce moment-là que mon cœur s'est finalement endurci. Le chagrin s'est évaporé, laissant place à une clarté froide et cristalline. Ils n'étaient pas une famille, ils étaient une entreprise, et j'étais un mauvais investissement qu'ils passaient en perte et profit. Ils quittèrent le bureau 10 minutes plus tard pour s'habiller pour le dîner. J'attendis que les bruits de pas s'estompent avant de me glisser hors de derrière les rideaux. Je ne courus pas. Je ne pleurai pas. Je retournai dans ma chambre avec le silence d'un fantôme. Pendant les 3 jours suivants, je jouais mon rôle à la perfection. J'étais l'épouse éplorée et hormonale. Je restais au lit. Je m'excusais pour mes éclats. Je laissais Sloan faire du café dans ma cuisine sans me plaindre. Je l'ai laissé penser qu'il m'avait brisé. Mais sous les couvertures, je travaillais. J'avais besoin d'un avis juridique. Je savais que je ne pouvais pas faire appel à l'avocat de la famille, j'avais besoin de quelqu'un en dehors de leur sphère d'influence. J'utilisais un vieil ordinateur portable que j'avais gardé de mes années d'université, un ordinateur que je n'avais jamais connecté au Wi-Fi de la maison. En le partageant avec un téléphone prépayé que j'avais acheté en espèces avec l'argent des courses, je trouvais un avocat ADC, un requin connu pour mettre en pièces les contrats de mariage. Je rédigeais un email prudent décrivant la situation, les actifs que je les soupçonnais de cacher et la conversation que j'avais surprise. J'appuyai sur envoyer et attendis une bouée de sauvetage. Le lendemain matin, je vérifiai ma boîte de réception. Non distribuable. Erreur de boîte aux lettres 505. Je fronçai les sourcils et réessayai. Même erreur. J'essayais de me connecter à mon compte bancaire pour vérifier mon solde. Accès refusé. J'essayais de me connecter au stockage en ligne où je gardais mes photos personnelles. Mot de passe incorrect. Je me rassis, un frisson me parcourant l'échine. Ce n'était pas un bug, c'était un pare-feu. Ils surveillaient le trafic sortant. Ils avaient mis une cage numérique autour de la maison. Je réalisais alors que je n'étais pas seulement victime de manipulation mentale, j'étais mise en quarantaine. Ils coupaient mes issues de secours une par une. Si j'essayais de les combattre maintenant sans preuve tangible, sans argent, sans voix, ils me détruiraient. Ils diraient au monde que j'étais une femme paranoïaque et instable qui hallucinait des complots, et avec leur machine de relations publiques, le monde les croirait. J'avais besoin de copies physiques. Les fichiers numériques pouvaient être effacés. Les emails pouvaient être bloqués. Mais ils ne pouvaient pas effacer un disque physique. Je savais où Grant gardait les sauvegardes des comptes de Whittaker Dominion. Il était négligent avec la sécurité physique parce qu'il était trop arrogant concernant sa sécurité numérique. Il gardait un disque de sauvegarde dans le coffre-fort du bureau, mais il laissait souvent la clé maîtresse dans le tiroir de son bureau, une habitude de l'université qu'il n'avait jamais perdue. J'attendis jusqu'au mardi après-midi. Céleste était à son club de jardinage. Grant était au bureau. Sloan était prétendument dans un spa, bien que je soupçonnais qu'elle rencontrait en fait le conseil d'administration. La maison était calme. Je me glissai dans le bureau. Mes mains étaient stables cette fois. Je trouvai la clé sous le faux fond du porte-stylo. J'ouvris le coffre-fort. Elle était là, la clé USB argentée. Le canot de sauvetage, comme l'appelait Grant. Elle contenait les registres, les vrais registres, ceux qui montreraient la dette, les détournements de fonds déguisés en charité et le transfert d'actifs proposé vers la société écran de Sloan. J'insérai la clé dans l'ordinateur de bureau de Grant. Je n'avais pas besoin de casser le mot de passe pour copier les fichiers, j'avais juste besoin de cloner le disque. Je branchai ma propre clé USB, un truc en plastique bon marché que j'avais acheté à la pharmacie, et commençai le transfert.
20%. Je fixai la barre de progression, la suppliant d'avancer plus vite. 40%. J'entendis une portière de voiture claquer à l'extérieur, mon cœur tambourina contre mes côtes. C'était trop tôt. Il n'était pas censé revenir avant 2 heures. 60%. J'entendis la porte d'entrée s'ouvrir, le claquement de talons sur le marbre du hall. Céleste. Elle avait dû oublier quelque chose. 80%. Esther? Sa voix flotta dans l'escalier, douce et empoisonnée. Es-tu là, ma chère? Je ne répondis pas. Je fixai l'écran. 95%. Allez. Allez. Transfert terminé. J'arrachai ma clé USB du port et la fourrai dans la ceinture de mon legging de maternité. Je retirai la clé maîtresse et la rejetai dans le coffre-fort, verrouillant la porte et relançant la clé dans le tiroir. Juste au moment où la poignée du bureau tournait, je fis volte-face, m'appuyant contre le bureau, essayant d'avoir l'air décontracté. Céleste se tenait sur le seuil. Elle portait encore son manteau. Elle ne ressemblait pas à une femme qui avait oublié ses gants, elle ressemblait à une gardienne faisant une inspection de cellules. Ses yeux se portèrent sur l'écran de l'ordinateur, qui était maintenant noir, puis sur mon visage. Elle vit la rougeur sur mes joues. Elle vit la façon dont ma main planait de manière protectrice sur mon côté. Elle entra dans la pièce, refermant doucement la porte derrière elle. Le clic du loquet parut incroyablement fort. « Tu as l'air agitée, Esther, dit-elle en marchant lentement vers moi. Et que faisais-tu dans le bureau de Grant? Tu sais qu'il déteste quand le personnel dérange ses papiers. Je cherchais un timbre mentigeux. Ma voix était stable, mais mon pouls bourdonnait dans mes oreilles. Je voulais envoyer une lettre à ma mère. Céleste s'arrêta à 60 centimètres de moi. Elle sentait la rose coûteuse et la pourriture. Son regard descendit vers ma taille, juste là où le plastique dur de la clé USB pressait contre ma peau. Une lettre, répéta-t-elle, ses lèvres s'étirant en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle tendit la main, paume vers le haut, en attente, exigeante. Montre-moi la lettre, Esther. Je l'ai laissée dans ma chambre, balbutiai-je, reculant jusqu'à ce que mes hanches heurtent le bord du bureau. Céleste fit un autre pas en avant, envahissant mon espace personnel. Ses yeux étaient des choses froides et mortes. Elle savait, d'une manière ou d'une autre. Elle savait. Je ne pense pas qu'il y ait de lettres, dit-elle doucement, sa voix tombant dans un murmure plus terrifiant qu'un cri. Je pense que tu nous voles. Je pense que tu essaies de prendre des choses qui ne t'appartiennent pas. Elle avança sa main vers ma poche. Tu as quelque chose là-dedans, dit-elle. Dissimuler des biens familiaux est un crime, tu sais. Donne-le-moi. Je n'ai rien, dis-je, me préparant. Oh, Esther, soupira-t-elle en secouant la tête. Tu es vraiment une piètre menteuse. Maintenant, ma chère, où vas-tu t'enfuir? Elle bondit. Je n'eus même pas le temps de reprendre mon souffle après que la main de Céleste eut effleuré ma poche. Elle ne trouva pas la clé, j'avais reculé juste à temps, mais l'intention dans ses yeux passa de la suspicion à l'exécution immédiate. Elle n'avait pas besoin de preuves de vol pour me détruire, elle avait juste besoin que je sois parti avant que je ne puisse trouver des preuves de leur fraude. Maria. La voix de Céleste tonna dans le couloir, résonnant sous les plafonds voûtés. Apporte les valises, les grises, et apporte les sacs poubelles ultra résistants. Je restai figé près de la porte du bureau alors que Maria, notre gouvernante, qui m'avait autrefois préparé du thé au gingembre pour mes nausées matinales, apparut la tête basse. Elle ne voulait pas me regarder. Elle passa précipitamment devant moi, sa loyauté manifestement achetée par le chèque signé par le domaine Whittaker. Tu as 1 heure, dit Céleste, consultant sa montre en diamant. En fait, disons 30 minutes. Je veux que l'air de cette maison soit purifié avant le dîner. Vous ne pouvez pas faire ça, dis-je, ma main allant instinctivement vers mon ventre. Je suis enceinte de 7 mois. Il fait 4 degrés dehors. J'ai des droits de résidence. Tu as ce que nous te donnons, siffla Céleste, me contournant comme si j'étais une tache sur le tapis. Et pour l'instant, nous te donnons la sortie. Je courus. Je ne courus pas vers ma chambre pour faire mes bagages, je courus en bas pour trouver la seule personne qui, pensais-je sottement, pourrait encore avoir un peu de courage. Je trouvai Grant dans le salon. La lumière de l'après-midi entrait à flots, illuminant les grains de poussière qui dansaient dans l'air. Il se tenait près de la fenêtre, tenant une série d'échantillons de peinture contre le mur.
Sloan était à côté de lui, un verre de chardonnay à la main, désignant une nuance de bleu pâle. Je pense que le brume matinal est mieux pour la chambre de bébé, disait Sloan. C'est plus moderne. Le jaune qu'Esther a choisi est tellement démodé. Il redécorait. Je vivais encore dans la maison. Ma brosse à dents était encore dans la salle de bain. Mes vêtements étaient encore dans le placard. Et ils étaient déjà en train de peindre par-dessus mon existence. Grant haletait je, m'agrippant au cadre de la porte pour me soutenir. Il se tourna lentement. Il me regarda, et pendant une fraction de seconde, je vis de la honte. Mais ensuite il regarda Sloan, et la honte fut remplacée par une résolution froide et durcie. Merdique il est temps, dit Grant. Il avait l'air de s'ennuyer. Il avait l'air de licencier un stagiaire peu performant. Grant, elle me jette dehors, plaidai-je, marchant vers lui. Je suis ta femme. C'est notre enfant. Tu ne peux pas la laisser me jeter à la rue comme une ordure. Sloan prit une gorgée de son vin, m'observant avec amusement. Oh, ma puce, ne sois pas dramatique. C'est mauvais pour la tension artérielle. Grant, regarde-moi, hurlai-je, le désespoir déchirant enfin mon sang-froid. Nous avons fait des vœux. Tu as promis de me protéger. Grant croisa enfin mon regard. Il posa les échantillons de peinture sur la table d'appoint avec un soin délibéré. Il s'approcha de moi, s'arrêtant juste hors de portée. Nous ne sommes pas dans le même monde, Esther, dit-il. Sa voix était calme, dépourvue de colère, ce qui la rendait infiniment pire. J'ai essayé de t'élever jusqu'au mien, mais tu ne t'y adaptes tout simplement pas. Tu ne l'as jamais fait. Tu es un handicap pour l'avenir de la famille. Un handicap, murmurai-je. Je t'aimais. L'amour ne paie pas les créanciers, dit-il simplement. Puis il me tourna le dos. Maria, assure-toi de préparer ces manteaux. Je ne veux pas que les voisins disent que nous avons été cruels. Les 20 minutes suivantes furent un flou de violence déguisée en ménage. Je regardais Maria balayer mes vêtements des cintres pour les mettre dans la valise. Mes articles de toilette furent jetés dans un sac en plastique. La photo de ma mère que je gardais sur la table de nuit fut jetée face contre terre. Ce n'était pas faire ses bagages, c'était une expulsion de l'âme. Quand on me conduisit à la porte d'entrée, la valise était lourde, traînant derrière moi comme un poids mort. Maria ne proposa pas de la porter. Elle ouvrit la porte d'entrée et Céleste était déjà là, se tenant sur le perron comme un capitaine sur la passerelle d'un navire. Elle fit signe à Maria, qui donna une poussée à la valise. Elle dévala les marches en calcaire, les roues en plastique claquant bruyamment, pour finalement atterrir sur le pavé avec un bruit sourd de branches cassées. Je trébuchai après elle, m'agrippant à la rampe, essayant de garder l'équilibre alors que le bébé donnait des coups violents contre mes côtes. « Sors d'ici !» La voix de Céleste retentit, projetée parfaitement pour le public qu'elle savait présent. Je levai les yeux. Le cul-de-sac était animé. C'était la fin de l'après-midi, le moment où Brier Ridge se réveillait de sa torpeur méridienne. Madame Marshall était de l'autre côté de la rue, tenant un tuyau d'arrosage mais arrosant l'allée, les yeux fixés sur nous. 2 joggeurs s'étaient arrêtés. Et juste près de la haie, le fils adolescent des Peterson tenait son téléphone, le voyant rouge d'un direct clignotant régulièrement. Souris, Esther, railla Céleste, se penchant par-dessus la balustrade. Tu es enfin célèbre. S'il vous plaît, murmurai-je, ma fierté s'effondrant sous le poids du spectacle. Tout le monde regarde. Laisse-les regarder, cria Céleste, écartant les bras. Qu'ils voient ce qui arrive aux escrocs. Cette femme, elle pointa un doigt manucuré vers moi, pensait pouvoir piéger mon fils. Elle pensait qu'une grossesse lui assurerait un paiement. L'accusation resta suspendue dans l'air, toxique et lourde. Les voisins murmurèrent. Je vis des têtes secouées. Ils la croyaient. Bien sûr qu'ils la croyaient. Elle était Céleste Whittaker, la matriarche de Brier Ridge. J'étais juste la fille sans passé qui s'était mariée au-dessus de sa condition. Je saisis la poignée de ma valise, mon visage brûlant d'une chaleur qui ressemblait à une brûlure physique. Je me sentais nu, exposé, dépouillé de chaque couche de dignité que j'avais essayé de construire au cours des 3 dernières années. Puis la porte d'entrée s'ouvrit à nouveau. Sloan sortit. Elle passa son bras autour de la taille de Grant, posant sa tête sur son épaule. Elle regarda le téléphone de l'autre côté de la rue, puis moi, et offrit un sourire triste et compatissant. Nous voulons simplement que tu reçoives de l'aide, Esther, dit Sloan,
sa voix dégoulinante d'une fausse inquiétude. Nous avons tout essayé, mais pour la sécurité de la famille, tu dois partir. C'était une leçon de manipulation. Elle était la nouvelle partenaire concernée, j'étais l'ex instable. Je sentis le monde basculer. Des taches noires dansaient au bord de ma vision. Le stress, la peur, l'effort physique c'était trop. Je chancelais, mes genoux se dérobant sous moi. Doucement. Une main rugueuse saisit mon coude pour me stabiliser. Je levai les yeux et vis Monsieur Graham Dorsey. Il avait franchi la ligne invisible entre les pelouses. Il tenait une bouteille d'eau et son vieux smartphone. Bois, ordonna-t-il doucement, débouchant la bouteille et la pressant dans ma main tremblante. Il filme, m'étouffai-je, les larmes finissant par déborder. Laisse-les filmer, grommela Monsieur Graham, les yeux sombres de colère en regardant vers le porche. Cela fera d'excellentes preuves plus tard. Passe l'appel, l'enfant. Tu sais qui appeler. Je pris le téléphone. Mes doigts étaient engourdis. Je composais le numéro qui était gravé dans ma mémoire depuis l'enfance, le numéro de la ligne d'urgence que mes frères maintenaient pour les défaillances catastrophiques. Ça sonna une fois. Parle, répondit la voix de Mason. Je regardais Céleste. Elle rayonnait. Elle ressemblait à une reine qui venait d'ordonner une exécution et trouvait cela divertissant. Je regardais Grant, qui étudiait ses chaussures. Je regardais Sloan, qui se languissait du livestream. Ils m'ont jeté dehors, dis-je dans le téléphone. Ma voix était brisée, écorchée. Ils m'ont mise à la rue, Mason. Tout le monde regarde. Localisation, demanda Mason. Son ton ne changea pas, mais j'entendis le bruit de fond de son côté s'arrêter instantanément. Le trottoir. Brier Ridge. S'il te plaît, reste debout, dit Mason. Nous tournons le coin de la rue. Je baissai le téléphone. Je pris une profonde inspiration, essayant de remplir mes poumons, essayant de me tenir aussi droite qu'une femme portant un enfant et le poids du monde pouvait se tenir. Céleste me vit raccroché. Elle rit, un son aigu et cristallin qui m'irrita les nerfs. Qui était-ce, ma chère, cria-t-elle, jouant pour la foule. Le refuge? Ou as-tu appelé un taxi que tu ne peux pas te permettre? Ne t'inquiète pas, je donnerai un billet de $10 au chauffeur quand il arrivera. Considère cela comme une indemnité de départ. Elle se tourna vers Sloan et Grant, probablement pour faire une plaisanterie sur ma pauvreté, mais la blague ne retomba jamais. Cela commença comme une vibration dans l'asphalte sous mes pieds, un grondement sourd et menaçant qui s'intensifiait à chaque seconde. C'était le son d'une puissance brute, le son de moteur qui coûtait plus cher que la maison derrière moi. L'adolescent avec le téléphone tourna sa caméra loin de moi et vers l'entrée de la rue. Madame Marshall lâcha son tuyau d'arrosage. 2 SUV noirs, profilés et blindés, surgirent au coin du cul-de-sac. Ils allaient vite, trop vite pour une zone résidentielle, se déplaçant avec la précision agressive d'un cortège officiel. Ils ne ralentirent qu'au dernier moment possible, les pneus crissant légèrement alors qu'ils s'immobilisaient directement devant l'allée des Whittaker, bloquant la vue des voisins, bloquant la sortie, bloquant tout. Les moteurs s'éteignirent. Le silence qui suivit était lourd, sous pression. Les portières de la voiture de tête s'ouvrirent à l'unisson. Le sourire de Céleste vacilla. Elle fit un demi-pas en arrière, sa main allant à sa gorge. Elle regarda les voitures, puis moi, et pour la première fois en 3 ans, je vis l'aube d'une véritable peur dans ses yeux. Elle comprit, trop tard, que le prédateur n'était pas celui sur le porche. Les prédateurs venaient d'arriver. Le silence qui suivit l'arrivée du convoi était absolu. C'était le genre de silence habituellement réservé aux catastrophes naturelles ou à l'arrivée de chefs d'État. La portière du SUV de tête s'ouvrit avec un bruit sourd et lourd, et un homme en sortit, Mason Claiborne. Il portait un costume 3 pièces gris anthracite qui lui allait avec le genre de précision architecturale qui crie sa Villeroy. Il n'avait pas l'air d'être à sa place dans une banlieue de Virginie, il avait l'air d'appartenir à une salle de conseil d'administration à Manhattan où les nations s'achetaient et se vendaient. Il ajusta ses boutons de manchette en platine, captant le soleil couchant et scruta la scène avec des yeux d'un calme terrifiant. Derrière lui, du second véhicule, Reed sortit. Si Mason était le bouclier, Reed était l'épée. Il était vêtu de bleu marine, sa cravate légèrement desserrée, tenant une tablette dans une main et un téléphone dans l'autre. Il regardait la maison Whittaker non pas comme un foyer, mais comme un actif déprécié qu'il était sur le point de liquider. Je restais figé près de ma valise, mon souffle se bloquant dans ma gorge.
Je ne les avais pas vus depuis 4 ans. J'avais fui leur monde, la pression étouffante de l'héritage Claiborne, désespéré de prouver que j'étais juste Esther, pas l'héritière. J'avais voulu construire quelque chose par moi-même, et me voilà, debout dans les ruines de mon indépendance, attendant qu'il ramasse les morceaux. Mason marcha droit vers moi. Il ne courait pas, il se déplaçait avec une fluidité qui dominait l'espace. Il ignora Céleste. Il ignora Grant. Il ignora l'adolescent filmant sur la pelouse. Il marcha droit jusqu'au trottoir, s'arrêta devant moi, et regarda mon visage, puis mon ventre arrondi. Le live-stream des voisins devait capturer chaque seconde de cette scène. Mason posa lentement un genou à terre, la même sur le pavé sale. Il ne se souciait pas de son pantalon de costume. Il tendit la main et plaça une main large et chaude doucement sur mon épaule. « Esther, dit-il. » Sa voix était un grondement sourd qui vibra dans ma poitrine. Ce n'était pas de la colère, c'était d'une douceur déchirante. « Tu trembles. » J'ai essayé, murmurai-je, la honte me brûlant la gorge. J'ai essayé de me débrouiller seul, Mason. Je ne voulais pas que vous pensiez que j'étais faible. Regarde-moi, ordonna doucement Mason. Je croisai son regard. Ils étaient de la même nuance de gris acier que les miens. Tu as porté un enfant seul dans une maison pleine de loups. Tu es la personne la plus forte de ce code postal, mais tu as fini de te battre seul. Il se leva, sa main passant de mon épaule au bas de mon dos, créant une barrière entre moi et le monde. À partir de maintenant, tu n'as d'explication à donner à personne. Ni à eux, ni à nous, ni au monde. Puis l'atmosphère changea. La tendresse s'évapora au moment où Reed s'approcha pour nous rejoindre. Reed ne me regarda pas. Il regardait au-delà de moi, fixant directement le porche où Céleste, Grant et Sloan étaient blottis. Ils ressemblaient à des statues qui venaient de réaliser qu'elles étaient faites de plâtre bon marché. « Qui a jeté les sacs ?» demanda Reed. Il ne criait pas, il n'en avait pas besoin. Sa voix porta à travers la pelouse avec la clarté d'un juge lisant une condamnation à mort. Céleste cligna des yeux, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Elle regarda les voitures, les vitres teintées, les pneus de qualité gouvernementale, puis les 2 hommes debout comme des sentinelles au bas de son allée. Elle regarda le service de sécurité qui s'était discrètement déployé autour du périmètre des hommes avec des oreillettes qui se tenaient les mains croisées devant eux, bloquant la vue des voisins. Les voisins chuchotaient maintenant. Je pouvais entendre le bourdonnement. C'est une Maybach ? Regarde la sécurité. Est-ce qu'elle est de la royauté ? Cette montre sur le grand, c'est une Patek. Je l'ai vue dans un magazine. Elle coûte $250 000. Le récit était en train de basculer en temps réel. Je n'étais plus la pauvre fille, j'étais quelque chose de bien plus déroutant et, par conséquent, de bien plus dangereux. J'ai posé une question, dit Reed, faisant un pas en avant. Il monta sur la première marche de l'allée des Whittaker. Techniquement, il commettait une violation de propriété, pratiquement, il possédait le sol sur lequel il se tenait. Qui a donné l'ordre de jeter les affaires de ma sœur dans la rue comme des détritus ? Céleste finit par retrouver sa voix, bien qu'elle fût une octave plus haute que d'habitude. Maintenant, écoutez, c'est une propriété privée. Nous avons mené une enquête approfondie sur le passé d'Esther. Nous savons qu'elle n'a pas de famille d'importance. Si vous êtes des acteurs embauchés, je vous suggère de partir avant que j'appelle la police. Maçonnerie. C'était un son court et sec, sans aucun humour. Il tourna lentement la tête pour regarder Céleste. Une enquête, répéta Mason. Vous avez dépensé $3000 pour un détective privé qui a effectué une recherche standard dans une base de données. Si vous aviez dépensé $10 000, vous auriez peut-être trouvé les fiducies scellées. Si vous aviez dépensé $50 000, vous auriez trouvé le lien avec Claiborne Industries. Mais vous avez été mesquine, Céleste. Vous avez toujours été mesquine. C'est pourquoi votre entreprise se noie actuellement, n'est-ce pas ? Le visage de Céleste se vida de ses couleurs si vite qu'elle ressemblait à un cadavre. Comment savez-vous pour l'entreprise ? Nous connaissons la crise de liquidité, dit Reed, tapotant l'écran de sa tablette d'un air ennuyé. Nous connaissons les 3 prêts de soudure que vous avez contractés le mois dernier pour couvrir la paie. Nous savons que Whittaker Dominion est techniquement insolvable depuis 9 heures ce matin. Grant fit un pas en avant, essayant de rassembler un peu de l'arrogance qu'il portait d'habitude si bien. Qui êtes-vous ? Vous ne pouvez pas simplement venir ici et Grant, tais-toi, siffla Sloan,
lui saisissant le bras. Ses yeux faisaient la navette entre Mason et Reed avec la panique d'un rat qui sent la fumée. Elle savait. Elle reconnaissait la coupe des costumes, l'espèce spécifique de pouvoir qui émanait d'eux. Grant, rentre tout de suite. Sloan essaya de le tirer vers la porte d'entrée. Grant, l'air confus et terrifié, se tourna pour la suivre. Reed leva simplement 2 doigts en l'air. 2 des gardes de sécurité bougèrent. Ils ne coururent pas, ils montèrent simplement sur le porche, bloquant la porte d'entrée de leur corps. Ils se tenaient épaule contre épaule, un mur de Kevlar noir et de muscles. « Je n'ai pas dit que vous pouviez partir, dit calmement Reed. Nous avons une réunion de famille. Puisque vous étiez si impatient d'impliquer le voisinage, je pense que nous devrions finir cela ici dehors. » C'est un enlèvement, hurla Céleste, s'agrippant à la balustrade du porche. Non, c'est une prise de contrôle hostile, corrigea Mason. Il se tourna vers moi, son visage s'adoucissant à nouveau. Esther, monte dans la voiture. La deuxième. Elle a des sièges chauffants et des vitres teintées. Tu n'as pas besoin de rester debout pour cette partie. Mason, je saisis sa manche. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons leur donner une leçon d'économie, dit Mason. Va t'asseoir. Respire. Un garde du corps ouvrit la portière arrière du second SUV. Je me laissai guider. Je m'enfonçai dans le siège en cuir, l'odeur de voiture neuve et de sécurité m'enveloppant. La portière se ferma avec un bruit sourd et solide, isolant du bruit, isolant du froid. À travers les vitres teintées, je regardais la scène se dérouler comme un film muet. Je vis Mason déboutonner sa veste et se tenir au pied des escaliers, levant les yeux vers les gens qui m'avaient tourmenté pendant 3 ans. Je vis Grant trembler. Je vis Sloan essayer de passer un appel sur son téléphone portable, ses doigts tapotant frénétiquement. Mais c'est Reed qui retenait mon attention. Il consultait sa montre. Il restait parfaitement immobile, fixant la grille de la communauté de Briar Ridge comme s'il attendait un signal invisible. Puis son téléphone vibra. Il le porta à son oreille. Il écouta pendant exactement 5 secondes. Il ne dit pas bonjour, il ne dit pas au revoir. Il dit juste 3 mots, c'est fait. Il baissa le téléphone et regarda Céleste. Il pointa un doigt directement vers son sac à main. À l'intérieur de la voiture, je ne pouvais pas entendre la sonnerie, mais je vis la réaction. Céleste sursauta alors que son téléphone commençait à vibrer. Elle le sortit de son sac. En regardant l'écran, elle fronça les sourcils. Elle déclina l'appel. Il sonna à nouveau immédiatement. Elle le déclina encore. Il sonna une 3e fois. Puis le téléphone de Grant commença à s'allumer. Puis celui de Sloan. Je regardais Céleste répondre au téléphone, l'agacement lisible sur tout son visage. Je la vis articuler le mot « quoi ?» Et puis je vis son visage s'effondrer. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était le regard de quelqu'un qui regarde le sol s'ouvrir sous ses pieds. Elle lâcha le téléphone. Il s'écrasa sur le porche, rebondissant une fois avant de s'immobiliser près des pieds de Grant. Reed sourit. C'était la chose la plus froide que j'ai jamais vue. Le téléphone que Céleste avait lâché gisait sur le paillasson du porche, l'écran toujours allumé, témoignage silencieux du désastre qui venait de se produire. Je baissai complètement la vitre du SUV. L'air chauffé de la voiture se mêla à la brise fraîche de l'après-midi, mais la véritable chute de température venait du porche. Je ne comprends pas, bégaya Céleste, ses mains tremblant alors qu'elle agrippait la balustrade. Elle regarda Reed, puis son téléphone, puis à nouveau Reed. La banque nous avait assuré que nous avions jusqu'à la fin du mois. Nous sommes au milieu d'un accord de restructuration. Reed s'avança. Il tenait sa tablette comme une arme. Il ne criait pas, il n'en avait pas besoin. Sa voix était le son sec et terrifiant des mathématiques. Vous étiez au milieu d'un accord de restructuration, corrigea Reed. Whittaker Dominion survit grâce à 3 prêts de soudure distincts depuis février. Une dette à court terme et à taux d'intérêt élevé, garantie par vos actifs principaux, cette maison, les bureaux du centre-ville et l'usine de Norfolk. Nous refinançons, cria Grant, se plaçant devant sa mère. Il était pâle, la sueur perlant sur son front malgré le froid. Sloan a garanti le capital. Nous signons les documents demain. C'est le problème avec la dette en difficulté, Grant, dit Mason, s'avançant pour se tenir aux côtés de son frère. Il ajusta ses boutons de manchette, regardant la maison avec l'œil critique d'un expert en démolition.
C'est une marchandise. Elle peut être achetée et vendue. Et ce matin à 9h15, la banque a décidé qu'elle préférait recevoir de notre part 70 cents par dollar en espèces plutôt que d'attendre votre défaut de paiement. Nous avons racheté la dette, dit simplement Reed. La totalité. 140 millions de dollars de dette toxique. Claiborne Holdings est désormais votre principal créancier. Et selon les clauses du prêt, un changement de propriétaire permet au créancier d'exiger le remboursement intégral immédiat si la solvabilité du débiteur est en question. Céleste et Mien sont étranglés. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est illégal. C'est prédateur. C'est le marché, répondit Reed, sa voix dénuée de sympathie. Vous adorez le marché, Céleste. Vous avez passé votre vie à dire à Esther qu'elle ne comprenait pas comment le monde réel fonctionne. Eh bien, voici le monde réel. Vous avez manqué une notification de paiement il y a 3 jours. C'était un défaut technique. J'exerce mon droit de saisie. Saisie, murmura Céleste. Elle regarda autour d'elle, la maison, les colonnes, la pelouse manucurée. Sur l'entreprise, surtout, dit Reed. L'entreprise, l'usine et la maison. Depuis 60 minutes, vous êtes en situation de violation de propriété sur un terrain appartenant à une filiale de Claiborne Holdings. Grant se tourna brusquement vers Sloan. Dis-leur, Sloan. Parle-leur de l'injection de mérite. L'argent arrive. Sloan fit un pas en arrière. La confiance arrogante qu'elle affichait 10 minutes plus tôt se lézardait, révélant la panique sous-jacente. Elle regarda Reed, et je vis une lueur de reconnaissance dans ses yeux. Elle réalisa qu'elle avait été surpassée. Je peux passer un appel au conseil d'administration, bégaya Sloan. Nous pouvons accélérer le transfert, Reed rit. C'était un son sombre et sans joie. Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas, Sloan? Tu n'étais pas la sauveuse. Tu étais l'appât. Sloan se figea. Pardon? Nous savions que les Whittaker étaient désespérés, expliqua Reed, faisant glisser un doigt sur sa tablette. Nous savions qu'ils ne signeraient les nouveaux accords de garantie que s'ils pensaient obtenir une bouée de sauvetage d'un visage amical. Tu les as poussés à hypothéquer la maison pour garantir l'accord avec mérite, n'est-ce pas? Tu leur as dit que ce n'était qu'une formalité. Sloan devint livide. Nous avons racheté la position de Merit Trust dans cet accord il y a 2 jours, ajouta Mason d'un ton fluide. Vous avez négocié un accord avec nous pendant tout ce temps. Vous ne le saviez simplement pas parce que nous avons utilisé une société écran. Tu les as menés droit à l'abattoir, Sloan. Tu les as poussés à signer l'acte de propriété de la maison comme garantie pour un prêt que nous possédons désormais. Le silence qui s'abattit sur le porche était assez lourd pour briser des os. Céleste regarda Sloan avec une horreur pure. La femme qu'elle avait accueillie comme une fille, la femme qu'elle avait choisie au détriment de moi, avait sans le savoir remis les clés du royaume aux exécuteurs. Espèce d'idiote, hurla Céleste en bousculant Sloan. Tu avais dit que c'était sûr. Tu avais dit que tu contrôlais la situation. C'était le cas, cria Sloan en retour, perdant totalement son sang-froid. Je ne savais pas qu'ils étaient derrière la société écran. Personne ne le savait. Grant regardait le chaos éclater sur son porche, sa mère hurlant, sa maîtresse paniquant, son héritage s'évaporant en fumée. Puis il regarda la voiture. Il me vit. Il dévala les marches. Les gardes de sécurité bougèrent pour l'intercepter, mais Grant s'arrêta à 3 mètres. Il tomba à genoux sur l'asphalte. C'était pathétique, un homme qui n'avait jamais eu à se battre pour quoi que ce soit, réalisant soudain qu'il ne lui restait plus rien pour lutter. Esther, cria-t-il, les larmes coulant sur son visage. Esther, s'il te plaît, dis-leur d'arrêter. C'est la maison de ma famille. Mon grand-père a bâti cette maison. Je le regardais à travers la fenêtre ouverte. J'attendis le pincement au cœur, la douleur de la nostalgie. J'attendis d'éprouver de la pitié pour l'homme que j'avais épousé. Mais je ne ressentis rien. C'était comme regarder un étranger qui avait regardé sa mère jeter ma valise en bas de ces mêmes escaliers il y a moins d'1 heure. Esther, bébé, je suis désolé, sanglota Grant. J'étais confus. Ils m'ont mis la pression. Je t'aime. Je ne l'ai fait que parce que je pensais que c'était le seul moyen de nous sauver. S'il te plaît, demande à tes frères d'arrêter. Mason se plaça entre Grant et la portière de la voiture. Il ne toucha pas Grant, il resta simplement là, un mur de laine grise et d'indifférence.
Elle ne t'écoute pas, Grant, dit Mason. Et franchement, la maison est le cadet de tes soucis. Reed retourna au SUV et sortit un dossier du siège avant. Il monta sur le porche et le jeta aux pieds de Céleste. Des papiers s'en échappèrent, des tableurs, des transferts bancaires, des emails. Qu'est-ce que c'est, murmura Céleste, fixant les documents éparpillés. Ça, dit Reed, désignant une colonne surlignée, c'est le grand livre de la Fondation Whitaker, l'organisation caritative que vous utilisez pour gagner du capital social. Nous faisons un excellent travail, renifla Céleste, essayant de retrouver un lambeau de dignité. Vous déplacez de l'argent, corrigea Reed. 3 millions de dollars en frais de consultation versés à une entreprise au Caïman qui n'existe pas, 2 autres millions déplacés via le budget du gala vers des comptes personnels détenus par Grant. Ce n'est pas de la charité, Céleste. C'est du détournement de fonds et de la fraude fiscale. Et puisque la Fondation est techniquement actionnaire de l'entreprise que nous venons d'acquérir, nous avons le devoir fiduciaire de signaler les irrégularités. Vous mentez. Sloan s'avança, le visage tordu par un rictus. C'est de la calomnie. Je vais vous poursuivre. Je vous poursuivrai pour tout ce que vous avez. Ma famille a des avocats qui vous enterreront. Mason tourna son attention vers Sloan. Il la regarda avec une expression de curiosité modérée, comme s'il s'agissait d'un insecte qu'il s'apprêtait à écraser. Tu veux parler de la loi, Sloan, demanda Mason. Parlons de la loi. Spécifiquement, du droit de la famille. Je n'ai rien à cacher, cracha Sloan. Vraiment? Mason plongea la main dans sa poche intérieure et sortit une simple feuille de papier pliée. Il la déplia lentement. Qui est Travis Miller? Demanda Mason. Sloan s'arrêta de respirer. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Travis Miller, continua Mason, lisant le papier. Un barman à Reno, Nevada. Tu l'as épousé il y a 4 ans après un week-end très prolongé. Et selon les registres du comté de Clark, tu n'as jamais demandé le divorce. Tu es simplement parti. Grant leva les yeux du sol, les yeux écarquillés. Quoi? Elle est toujours mariée, Grant, dit Mason, lâchant le papier qui voltigea jusqu'aux pieds de Céleste. Elle ne pouvait pas t'épouser. Tout le plan, le mariage, la fusion des familles, la nouvelle dynastie, tout cela était légalement impossible. Elle est bigame. J'avais oublié, murmura Sloan. C'était la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Tu as oublié que tu avais un mari, hurla Céleste. Espèce de fraudeuse. Tu entres dans ma maison, tu séduis mon fils, et tu es marié à un barman. C'était une erreur, cria Sloan, reculant alors que Céleste avançait vers elle. Ça ne compte pas. Ça compte au tribunal, dit calmement Reed. Et ça compte certainement pour l'enquête pour fraude. Tu as signé des documents légaux pour la fusion Whitaker en prétendant être célibataire et éligible à une combinaison d'actifs. C'est un parjure et une fraude boursière. Grant était toujours à genoux, regardant alternativement sa mère et Sloan. Les 2 femmes qui avaient contrôlé sa vie étaient maintenant en train de s'entre-déchirer. La façade parfaite de Brier Ridge se dissolvait dans un cirque de cris et de récriminations. Esther, pleurnicha encore Grant en me regardant. S'il te plaît. Je ne savais pas. Je me penchai légèrement en avant. Tu ne savais pas parce que tu ne t'en souciais pas, Grant. Tout comme tu ne m'as jamais regardé. Tu as juste vu ce que tu voulais voir. Grant s'effondra, vaincu. Puis nous l'entendîmes. Cela commença comme une plainte au loin, montant et descendant, déchirant l'air frais de la soirée. Des sirènes. Mais pas la sirène unique d'une voiture de patrouille venant dire aux voisins de baisser le ton, c'était un chœur. Des lumières bleues et rouges commencèrent à clignoter contre les arbres au bout de la rue. C'est la police, demanda Céleste, la voix tremblante. Avez-vous appelé la police parce que nous crions? Nous n'avons pas appelé la police, dit Reed, consultant à nouveau sa montre. Nous avons soumis un dossier à la division des crimes financiers de l'État et à l'IRS concernant les irrégularités de la Fondation il y a environ 48 heures. Ils agissent étonnamment vite quand 2 milliardaires signalent un risque de fuite hautement prioritaire. Le convoi de véhicules de police tourna au coin de la rue, mais il n'était pas seul. Derrière les voitures sérigraphiées se trouvaient 2 berlines sombres avec des plaques fédérales. Reed regarda la voiture de tête alors qu'elle s'immobilisait en crissant derrière nos SUV. Une femme portant un coupe-vent marqué FBI, crime financier sortit. Elle tenait un document plié à la main. Ça, dit Reed, désignant la femme d'un signe de tête,
ce n'est pas pour une plainte pour tapage nocturne, Céleste. C'est un mandat de perquisition. La suite à l'hôpital privé Saint-Jude ne sentait pas l'hôpital, elle sentait la verveine citronnée et la vieille fortune. Mon frère Mason avait loué toute l'allée de la maternité, la transformant en une forteresse de solitude. Votre tension artérielle est encore trop élevée, Madame Whittaker, dit le docteur Evan, ajustant le moniteur. Il marqua une pause, se corrigeant lui-même. Mademoiselle Claiborne. Vous avez besoin d'un calme absolu. Pas d'écran, pas d'information. Le stress à ce stade pourrait provoquer un accouchement prématuré. Docteur, avec tout le respect que je vous dois, dis-je en me redressant contre la montagne d'oreillers hypoallergéniques, ma vie fait actuellement la une de tous les fils d'actualité en Amérique. Le stress n'est pas une variable, c'est l'environnement. Mason, assis dans le fauteuil du coin avec son ordinateur portable, leva les yeux. Elle a raison, docteur. Nous ne pouvons pas la protéger de la guerre, nous pouvons seulement nous assurer qu'elle la gagne. Le docteur soupira et sortit. Dès que la porte se referma, Reed entra. Il avait l'air plein d'énergie de la façon dont un requin a l'air quand il y a du sang dans l'eau. L'audience est fixée à demain matin, dit Reed, posant un épais classeur sur la table de chevet. Motion d'urgence pour protection et gel des avoirs. Mais avant d'arriver devant le juge, nous avons déjà gagné le jury de l'opinion publique. Il alluma la télévision. Je me vis. C'était la séquence filmée par le téléphone de l'adolescent de l'autre côté de la rue, mais sur le grand écran, cela semblait encore plus brutal. Une femme enceinte trébuchant dans les escaliers. Une valise jetée comme une ordure. Céleste hurlant à propos de déchets. Internet avait fait ce qu'Internet fait de mieux, il avait militarisé l'empathie. Le hashtag Justice Forester était en tête des tendances mondiales. Céleste a engagé une firme de gestion de crise de New York ce matin, expliqua Reed, pointant le bandeau défilant. Ils essaient de détourner l'attention. Ils publient des déclarations affirmant que la vidéo était orchestrée, que tu es une actrice mentalement instable engagée par des rivaux commerciaux pour saboter la fusion. Ils appellent cela du chantage par l'art de la performance. Les gens croient ça, demandai-je, horrifié. Non, dit Mason, sa voix sombre. Parce qu'il y a 10 minutes, nous avons fait fuiter les emails internes concernant le calendrier de l'expulsion. Reed tapota sa tablette. Ils prétendent t'avoir expulsé pour ta sécurité, mais nous avons un email horodaté de Grant à Céleste datant de 3 jours. Objet, protocole de retrait. Contenu, assure-toi qu'elle soit partie avant les photos du gala. Je ne veux pas que son ventre gâche l'esthétique du rebranding. Je fermai les yeux. L'entendre lu à haute voix faisait plus mal que la chute sur le pavé. Gâcher l'esthétique. Voilà tout ce que mon enfant représentait pour lui, un défaut visuel. Nous ne poursuivons pas seulement pour divorce, dit Mason doucement. Nous poursuivons pour infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, abus financier et diffamation. Nous allons les saigner à blanc, Esther. Le lendemain matin, le palais de justice ressemblait à un événement de tapis rouge qui aurait mal tourné. Les journalistes envahissaient les marches. Quand les SUV arrivèrent, Mason et Reed m'encadrèrent comme un bouclier humain. Je portais une simple robe blanche, pas pour paraître innocente, mais parce que c'était la seule chose qui m'allait encore. À l'intérieur, l'air était glacial. Céleste était assise à gauche, l'air hagard. Ses perles avaient disparu, remplacées par une écharpe modeste, un changement de costume calculé pour ressembler à une grand-mère digne de sympathie. Grant était assis à côté d'elle, fixant la table. Sloan était là aussi, l'air nerveux et sous l'effet de trop de caféine. L'audience portait techniquement sur l'ordonnance de protection d'urgence et la pension alimentaire temporaire, mais elle se transforma en une autopsie d'un mariage. L'avocat de Grant, un homme élégant avec un sourire d'une blancheur terrifiante, se leva le premier. Votre honneur, commença-t-il, sa voix dégoulinante d'une fausse sincérité, Monsieur Whittaker est une victime ici. C'est un homme déchiré entre une mère qu'il respecte et une épouse qui a refusé de se faire soigner pour sa paranoïa. L'expulsion, bien que regrettable dans sa forme, était une intervention. Monsieur Whittaker a été manipulé par sa mère, certes, mais il n'avait aucune intention malveillante envers sa femme. C'était un coup habile, sacrifier Céleste pour sauver le fils. Grant hochait la tête, jouant le rôle du garçon confus. Puis l'avocate principale de Reed, une femme nommée Madame Sterling, qui avait la réputation de ne faire qu'une bouchée des PDG, se leva. Nous aimerions appeler un témoin surprise à la barre, dit Madame Sterling. Monsieur Arthur Higgins.
La tête de Céleste se redressa brusquement. Arthur était le majordome en chef du domaine Whittaker. Il y travaillait depuis 30 ans. C'était l'homme qui polissait l'argenterie et gardait les secrets. Arthur s'avança vers la barre. Il avait l'air fatigué. Il refusa de regarder Céleste. « Monsieur Higgins, demanda Madame Sterling, avez-vous été témoin des événements de mardi après-midi » ? « Oui, dit Arthur. Sa voix était assurée. « Et avez-vous été témoin des événements qui y ont mené » ? « Oui. » La défense prétend que Monsieur Whittaker était un observateur passif, contraint par sa mère. Est-ce exact ? Arthur plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit une petite clé USB. Monsieur Whittaker a installé un nouveau système de sécurité à l'intérieur de la maison il y a 6 mois. Il a dit au personnel que les enregistrements étaient écrasés toutes les 24 heures. Ce n'est pas le cas. Il conserve une archive de 30 jours. J'en ai fait une copie avant l'arrivée de la police parce que j'ai une fille, et je ne pouvais pas rester sans rien faire devant ce qu'il faisait à Madame Whittaker. Le tribunal devint silencieux. Madame Sterling brancha la clé. Les écrans muraux s'animèrent. C'était une séquence de la cuisine datant d'il y a 2 semaines. Grant et Sloan se tenaient près de l'îlot central. Nous devons bien choisir le moment, la voix de Grant résonna dans la salle. La voix de Grant sur l'enregistrement était claire. Si nous l'expulsons trop tôt, elle pourrait engager un avocat avant la fusion. Si nous le faisons trop tard, le bébé sera né et la garde deviendra compliquée. Nous devons provoquer une dispute. Faire en sorte qu'elle parte. Faire croire qu'elle a abandonné le domicile. Tu es sûr de pouvoir le faire, a demandé Sloan dans la vidéo, traçant un doigt le long de sa cravate. Regarde-moi faire, a répondu Grant. Je n'ai jamais voulu du fardeau, Sloan. Je voulais juste de l'air, mais maintenant, même cela est trop cher. Dans la salle d'audience, Grant a pris sa tête entre ses mains. La défense du garçon confus venait d'être réduite en cendres. Il n'était pas une victime, il en était l'architecte. Je l'ai regardé et, pour la première fois, la peur m'a quitté. Ce n'était pas moi qui étais jugé ici. Madame Whittaker, veuillez vous présenter à la barre, a ordonné le juge. Je me suis avancé. Mes mains reposaient sur mon ventre. J'ai regardé la mer de visage, les journalistes dessinant furieusement, mes frères observant avec une attention intense, et la famille qui avait essayé de m'effacer. Esther, a demandé doucement Madame Sterling. Pourquoi n'êtes-vous pas parti plus tôt ? Parce que je pensais que c'était moi qui avais tort, ai-je dit dans le microphone. Ma voix ne tremblait pas, il me disait que j'étais folle. Il me disait que c'était les hormones. Il me disait que j'avais de la chance d'être autorisé à vivre dans leur maison. Quand on vous répète que vous ne valez rien tous les jours pendant 3 ans, de la part des personnes qui sont censées vous aimer, on finit par y croire. Je suis resté parce que je voulais que mon enfant ait un père. Je ne réalisais pas que je vivais avec un monstre. Grant a tressailli comme si je l'avais giflé. Puis ce fut le tour de Sloan. Elle s'est avancée vers la barre, le menton haut, mais ses mains tremblaient. Mademoiselle Merritt, a commencé Madame Sterling, en regardant un document dans sa main. Vous avez affirmé dans votre déclaration sous serment que vous n'étiez qu'une consultante en affaires et que votre relation avec Monsieur Whittaker était professionnelle jusqu'après la séparation. C'est exact, a dit Sloan d'un ton sec. Alors pouvez-vous expliquer ? Madame Sterling a projeté une image sur l'écran. Cette facture d'une clinique de fertilité en Suisse, datée d'il y a 4 mois ? Elle est facturée à un compte joint détenu par vous et Monsieur Whittaker. Le service répertorié est un conseil génétique pour une future planification familiale. Sloan est devenu rouge. C'était pour un scénario théorique. Théorique ? Madame Sterling a haussé un sourcil. Vous planifiez une famille avec un homme marié alors que sa femme était enceinte de 5 mois de son enfant. Et vous avez fait cela alors que vous étiez légalement marié à un certain Monsieur Travis Miller dans le Nevada. Je vous ai dit que ce mariage était une erreur, a éclaté Sloan, frappant la rambarde de sa main. C'était un week-end d'ivresse. Ça ne signifie rien. Cela signifie que vous avez commis un parjure dans votre déclaration aujourd'hui, Mademoiselle Merritt, a dit froidement Madame Sterling. Et cela signifie que votre moralité est hautement pertinente pour la crédibilité de votre témoignage. Sloan a regardé le juge, la panique montant dans sa poitrine. Il déforme tout. C'est elle la menteuse. Regardez-la. Elle a joué la pauvre petite orpheline pendant des années.
Vous pouvez descendre, a dit le juge, regardant Sloan avec un dégoût non dissimulé. Nous étions en train de gagner. Je sentais l'élan basculer. Le juge griffonnait des notes furieusement. L'ordonnance de protection était quasiment garantie. Puis l'avocat principal des Whittaker s'est levé. Il avait l'air désespéré. Il ressemblait à un homme à qui on avait ordonné de jeter une grenade dans une pièce bondée parce qu'il n'avait plus d'autres munitions. Votre honneur, a dit l'avocat, sa voix résonnant. Nous avons une dernière requête avant que vous ne statuiez sur la pension provisoire. Faites vite, a dit le juge. Nous déposons une motion pour un test de paternité prénatale immédiat ordonné par le tribunal. La salle a murmuré. Sur quel motif, a demandé le juge, agacé. La présomption de paternité s'applique à l'époux. Sur des motifs de fraude, a dit l'avocat, pointant un doigt vers moi. Nous avons des raisons de croire qu'Esther Claiborne n'est pas celle qu'elle prétend être. Nous pensons qu'elle a contracté ce mariage sous de faux prétextes pour piéger la fortune des Whittaker. Si elle a menti sur sa famille, sur ses milliards, sur ses frères. Sur quoi d'autre a-t-elle menti? Nous pensons que l'enfant n'est pas un Whittaker. Nous pensons qu'il s'agit d'une arnaque de longue date, et nous exigeons une vérification de l'ADN avant qu'un seul centime de pension ne soit ordonné. C'était une attaque sale et vicieuse. Ils insinuaient que j'avais couché à droite et à gauche. Ils essayaient de remettre en question la légitimité du bébé pour retarder les paiements, pour m'humilier une dernière fois dans le dossier public. Mason s'est levé, sa chaise grinçant bruyamment contre le sol. Ses poings étaient serrés contre ses hanches. Je me suis levé aussi. Je suis sorti du box des témoins. Je n'ai pas regardé le juge. Je suis passé devant la table de la défense. Je me suis arrêté juste devant Grant. Il refusait de me regarder. J'ai regardé l'avocat, puis Céleste, dont les yeux brillaient d'un dernier espoir désespéré que cette boue accroche. Je me suis tourné vers Mason et Reed, qui étaient prêts à mettre la salle en pièces. Laissez-les faire, ai-je dit clairement. Mason s'est figé. Esther, non. C'est intrusif. C'est insultant. J'ai posé une main sur mon ventre et j'ai regardé mon frère dans les yeux. Laissez-les faire le test, ai-je dit, ma voix résonnant dans la salle d'audience silencieuse. Parce que quand les résultats reviendront positifs et ils le seront, je veux qu'ils soient inscrits au dossier officiel qu'ils ont renié leur propre sang pour un avantage fiscal. Je veux que cet enfant sache exactement pourquoi nous n'avons jamais regardé en arrière. Je me suis retourné et j'ai marché vers les lourdes portes en chêne de la salle d'audience. Esther, a crié Reed. Je me suis arrêté à la porte et j'ai regardé en arrière vers la salle stupéfaite. Et pendant que vous testez l'ADN, ai-je dit à l'avocat des Whittaker, vous devriez peut-être vérifier la paternité de la soudaine injection de capital récente de l'entreprise, parce que je pense que vous découvrirez que cela m'appartient aussi. La salle de réunion de la suite de l'hôtel était remplie du bourdonnement des serveurs et du tapotement agressif des claviers. Mes frères avaient transformé le salon en centre de commandement. Mason était au téléphone avec un sénateur. Reed suivait des actifs sur 3 continents. Ils étaient en mode démolition. Ils voulaient brûler la terre là où se trouvait le nom des Whittaker. Nous pouvons mettre la filiale en faillite d'ici demain midi, a dit Reed, sans lever les yeux de son écran. Je peux déclencher un rappel des prêts de l'usine. Cela mettra 300 personnes au chômage, mais cela écrasera les liquidités de Céleste. Non, ai-je dit. La pièce est devenue silencieuse. Mason a baissé son téléphone. Reed a arrêté de taper. Ils m'ont tous les deux regardé. J'étais assise sur le canapé, une tasse de tisane à la main, fixant la copie de l'accord prénuptial qui avait été ma cache pendant 3 ans. Esther, ils ont essayé de te détruire, a dit Mason, sa voix tendue par une rage contrôlée. Les dommages collatéraux sont acceptables. Pas pour moi, ai-je dit en posant la tisane. Je me suis levé. Les vertiges avaient disparu. La peur était partie. À sa place se trouvait une clarté froide et acérée. Je ne veux pas que vous les brisiez parce que vous êtes en colère. Je ne veux pas d'un cratère. Je veux un verdict. Si nous détruisons l'usine, nous blessons des familles innocentes. Si nous les mettons simplement en faillite, ils joueront les victimes. Ils iront dans des talk-shows pour pleurer sur la façon dont les grands et méchants frères Claiborne les ont tyrannisés. Je me suis approché de la table et j'ai tapoté l'épais document juridique. Je veux qu'ils se le fassent à eux-mêmes, ai-je dit. Et j'ai trouvé l'appel. Reed a froncé les sourcils et s'est approché. Le contrat de mariage? Il est blindé,
Esther. Nous le contestons, mais elle lit la clause 14b, les jeux interrompus. Sous-section 3, conduite préjudiciable à la réputation et à la sécurité physique. Elle stipule que si l'une ou l'autre des parties s'engage dans un comportement public qui apporte une honte irréparable au nom de la famille ou met en danger le bien-être physique d'un résident, les clauses de protection des actifs sont annulées. Reed a lu le texte, ses yeux s'écarquillant. Un sourire lent et prédateur s'est dessiné sur son visage. Ils ont écrit ça pour t'empêcher de leur faire honte, a réalisé Reed. Ils avaient peur que tu sois ivre lors d'un gala ou que tu fasses une scène. Exactement, ai-je dit. Ils ont écrit une clause pour me punir d'être bas de classe, mais ce sont eux qui ont jeté une femme enceinte dans les escaliers lors d'un direct. Ce sont eux qui ont hurlé des insultes que 5 millions de personnes ont maintenant visionnées. Ils ont annulé leur propre protection, Reed. La maison, les investissements, les comptes joints, tout est de nouveau sur la table. Nous pouvons déposer une plainte pour rupture de contrat, a dit Mason en hochant lentement la tête. Nous pouvons tout geler. Pas encore, ai-je dit. J'ai regardé Reed. Tu as dit que Céleste déplaçait de l'argent. Elle panique, a confirmé Reed. Elle essaie de siphonner les fonds de la fondation vers une société écran dans le Delaware. Nous avons intercepté la transaction test il y a 1 heure. 10 000 $. Elle tâte le terrain. Laissez-la faire, ai-je dit. Esther, si elle déplace le capital après avoir reçu une ordonnance de gel temporaire, c'est un crime fédéral, ai-je dit. Ce n'est plus seulement un litige civil. C'est de la prison. Laissons-la se croire maligne. Laissons-la déplacer l'argent, puis nous fermons le piège. Mes frères m'ont regardé. Pour la première fois, ils n'ont pas vu leur petite sœur qui avait besoin d'être sauvée. Ils ont vu une Claiborne. Je dois le voir, ai-je dit. Une dernière fois. Grant. Mason a fait un pas en avant, son instinct protecteur s'enflammant. Absolument pas. Il est toxique. J'ai besoin qu'il soit enregistré, ai-je dit. Organisez une médiation. Dites-leur que nous sommes ouverts à un accord. Dites-leur que je suis émotionnel et que je veux que tout cela s'arrête. Céleste sautera sur l'occasion pour me manipuler une dernière fois. La médiation a eu lieu 6 heures plus tard dans une salle de conférence neutre en centre-ville. L'air était si tendu qu'il semblait solide. Céleste était là, flanquée de 3 avocats. Sloan était absente, probablement cachée pour fuir ses propres désastres juridiques. Et il y avait Grant. Il semblait plus petit que dans mes souvenirs. Il portait un costume qui donnait l'impression qu'il avait dormi dedans. Quand je suis entré, accompagné de Madame Sterling, il a tressailli. Nous sommes ici pour discuter d'une annulation discrète, a annoncé Madame Sterling, plaçant un enregistreur sur la table. Tout ce qui est dit ici est confidentiel aux fins de règlement, à moins que cela ne concerne la commission d'un crime. Les yeux de Céleste se sont rétrécis. Elle m'a regardé, cherchant une faiblesse. Elle a vu ma main posée sur mon ventre et l'a prise pour de la fragilité. Esther, ma chérie, a roucoulé Céleste en se penchant en avant. Je suis contente que tu aies retrouvé tes esprits. Tout ce cirque est tellement inutile. Si tu signes simplement les papiers, nous pouvons organiser une petite allocation assez pour que tu puisses t'installer quelque part de convenable. Je ne veux pas de votre argent, Céleste, ai-je dit doucement. J'ai tourné ma chaise pour faire face directement à Grant. Il fixait ses mains. Grant, ai-je dit. Il a levé les yeux. Ses yeux étaient injectés de sang. J'ai une question, ai-je dit. Et selon la façon dont tu y répondras, je signerai peut-être tes papiers. Ne dis rien, Grant a prévenu son avocat. Laisse-le parler, a hurlé Céleste. Nous avons besoin de cette signature. Grant, ai-je continué, gardant ma voix stable. Mardi après-midi, quand tu te tenais dans le salon et que tu regardais Maria faire mes bagages. Quand tu m'as dit que nous n'étions pas du même monde. J'ai marqué une pause, laissant les souvenirs s'installer entre nous. L'as-tu fait parce que tu avais peur de ta mère? T'as-t-elle forcé? Grant a regardé Céleste. Puis il m'a regardé. J'ai vu les rouages tourner dans sa tête. Il pensait que je lui offrais une bouée de sauvetage. Il pensait que s'il jouait la victime, je lui pardonnerais. Elle met beaucoup de pression sur moi, Esther, a bégayé Grant. Tu sais comment elle est. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, ai-je dit. J'ai demandé si tu voulais que je parte. Grant a hésité. Puis, cherchant le chemin de la moindre résistance,
il a livré la vérité qui allait le condamner. Je voulais juste que ce soit fini, a-t-il dit, sa voix montant avec une sorte de frustration pathétique. Je voulais retrouver ma vie, Esther. C'était trop dur. Les cachotteries avec Sloan, les questions constantes de ma mère, la pression de la dette. Je voulais juste repartir à zéro. Je pensais que si tu partais, je pourrais respirer à nouveau. Je voulais juste la paix. La pièce était silencieuse. Il n'avait pas été contraint. Il n'avait pas été trompé. Il avait considéré sa femme et son enfant à n'être comme un inconvénient qu'il voulait supprimer pour pouvoir redémarrer sa vie. Merci, ai-je dit. C'est tout ce dont j'avais besoin. Alors, tu vas signer, a demandé Céleste avec impatience, poussant le document sur la table. Je me suis levé. Je n'ai pas touché le papier. Non, ai-je dit. J'avais juste besoin de l'entendre admettre que son confort valait plus que nos vies. Madame Sterling? Mon avocate a ramassé l'enregistreur. Nous avons fini ici. Nous vous verrons au tribunal demain pour l'audience finale. Vous nous avez piégés, a hurlé Céleste en se levant. Vous aviez dit que vous vouliez un arrangement. J'ai menti, ai-je dit en marchant vers la porte. J'ai appris des meilleurs. Ce soir-là, de retour dans la suite, je me suis assise au bureau. Les lumières de la ville de Marrowbay scintillaient en bas, indifférentes au drame qui se jouait dans les pentouses et les tribunaux. J'avais un bloc-notes devant moi. Mes frères dormaient dans les chambres adjacentes. Le garde de sécurité était posté devant la porte. C'était juste moi et le bébé. J'ai commencé à écrire ma déclaration d'ouverture, pas celle rédigée par les avocats. La mienne. Mon nom est Esther Claiborne. Pendant 3 ans, je me suis excusé d'exister. Je me suis excusé de ne pas être assez riche, de ne pas être assez noble, de ne pas être assez Whittaker. Demain, j'arrête de m'excuser. J'ai écrit jusqu'à ce que ma main soit prise de crampes. J'ai écrit pour chaque femme à qui on a dit qu'elle avait de la chance d'être choisie par un homme qui la traitait comme un accessoire. J'ai écrit pour l'enfant qui donnait des coups contre mes côtes, qui méritait une mère qui soit une forteresse, pas un paillasson. Un léger coup à la porte a rompu ma concentration. J'ai regardé l'horloge. 2 heures du matin. Je suis allé à la porte. Qui est-ce? Service d'étage, madame. Vous avez demandé de l'eau chaude. Je ne l'avais pas fait, mais ma gorge était sèche. J'ai entrouvert la porte. Un chariot était là, mais aucun serveur. Juste un plateau d'argent avec une seule enveloppe blanche posée dessus. J'ai froncé les sourcils. J'ai vérifié le couloir. Vide. Le garde de sécurité était au bout du couloir, le dos tourné, parlant dans sa radio. Quelqu'un s'était glissé derrière lui. J'ai rentré l'enveloppe et verrouillé la porte. Mes mains tremblaient légèrement en la déchirant. À l'intérieur se trouvait une photographie. Elle était granuleuse, prise de loin, mais le sujet était indubitable. C'était une photo de moi assise sur le banc du parc il y a 2 jours, frottant mon ventre. Mais superposée dessus se trouvait une copie de ma dernière échographie, un dossier médical qui aurait dû être scellé dans le fichier de l'hôpital. Une note y était jointe. L'écriture était hachée, désespérée. Si vous entrez dans cette salle d'audience demain, vous perdrez tout. Nous publierons les dossiers médicaux. Nous prétendrons que vous êtes inapte. Nous prendrons le bébé. Retournez à New York, où nous détruisons l'avenir de l'enfant. C'était l'option nucléaire. Il menaçait de traîner mon enfant à naître dans un enfer de garde qui durerait des années. Il pensait que cela me briserait. Il pensait que la peur de perdre mon bébé me ferait fuir. J'ai regardé l'échographie. J'ai tracé la courbe de la colonne vertébrale de mi-bébé. L'ancienne Esther aurait fait ses bagages. L'ancienne Esther aurait appelé Mason et l'aurait supplié de nous emmener sur une île privée où il ne pourrait pas nous trouver. Mais je n'étais pas l'ancienne Esther. J'ai senti un sourire effleurer mes lèvres. Ce n'était pas un sourire joyeux. C'était le sourire d'une femme qui réalise que ses ennemis viennent de commettre une erreur tactique fatale. Il menaçait une Claiborne d'une bataille juridique. Il menaçait une mère d'une guerre qu'elle était déjà en train de gagner. Vous n'avez vraiment aucune idée de qui vous avez affaire, ai-je chuchoté à la pièce vide. J'ai pris la note et la photo. Je ne les ai pas déchirées. Je les ai placées soigneusement dans mon dossier de preuve, juste au-dessus de ma déclaration d'ouverture. Ils voulaient un combat? Très bien. Je leur offrirai un massacre.
Je suis entré dans le palais de justice à 8h45 du matin. Je ne portais pas de lunettes de soleil. Je n'ai pas utilisé l'entrée arrière. J'ai gravi les marches principales en granit la tête haute, flanqué de maçonnes et rides. Les journalistes criaient mon nom, un chœur chaotique de questions, mais je regardais droit devant moi. L'enveloppe qui avait été glissée sous ma porte au milieu de la nuit, celle contenant l'échographie volée et la menace de détruire l'avenir de mon enfant, me brûlait le sac à main. Mais ce n'était pas un poids. C'était une munition. À l'intérieur de la salle d'audience, l'air était assez épais pour s'étouffer. Céleste était assise à la table de la défense, l'air étonnamment composé. Elle m'a offert un sourire mince et serré quand je suis entré, le genre de sourire qu'un requin donne avant de vous entraîner vers le fond. Grant donnait l'impression de n'avoir pas dormi depuis une semaine. Sloan était absente, mais son avocat était présent, l'air nerveux. Je me suis assise à côté de Madame Sterling. J'ai fouillé dans mon sac, j'ai sorti l'enveloppe blanche et je l'ai fait glisser sur la table en acajou vers elle. Ils ont envoyé ça à 2h du matin, ai-je chuchoté. C'est une tentative d'intimidation de témoins. Madame Sterling l'a ouverte, a regardé la photo, puis a regardé l'avocat adverse. Son expression n'a pas changé, mais ses yeux sont devenus froids. Excellent, a-t-elle dit doucement. Ils viennent de nous donner le clou pour le cercueil. La juge, une femme sévère nommée Justice Holloway qui était connue pour n'avoir aucune patience pour le théâtre, a ouvert la séance. Nous sommes ici pour finaliser la requête pour l'ordonnance de protection et statuer sur le gel des avoirs. Madame Sterling, vous pouvez procéder. Votre honneur, Madame Sterling s'est levée. Avant d'aborder les actifs, nous devons aborder la sécurité de ma cliente. La défense a soutenu que l'expulsion d'une femme enceinte de 7 mois était un malentendu. Nous aimerions soumettre la pièce C. Elle a diffusé le clip, non pas le direct du voisin, mais l'enregistrement de sécurité de la salle de médiation. Nous l'avions enregistré secrètement, un enregistrement qui était admissible parce que la défense avait renoncé à la confidentialité en me menaçant avec l'échographie. La voix de Grant a rempli la salle d'audience, claire et pathétique, je voulais juste que ce soit fini. Je voulais retrouver ma vie. Je pensais que si tu partais, je pourrais respirer à nouveau. Grant s'est enfoncé davantage dans sa chaise. Il a regardé Céleste, mais elle a refusé de croiser son regard. Ce n'est pas un malentendu, votre honneur, a dit Madame Sterling. C'est l'élimination calculée d'un conjoint. Et si cela ne suffit pas, nous avons la preuve que la défenderesse, Céleste Whittaker, tente actuellement de liquider des actifs matrimoniaux en violation de l'ordonnance de protection temporaire émise hier. Objection, l'avocat de Céleste s'est levé. C'est de la spéculation. Ce n'est pas de la spéculation. Reed a pris la parole depuis le banc derrière moi. Il s'est levé, boutonnant sa veste. J'ai les journaux de transaction de l'autorité monétaire des îles Caïmans. À 6h ce matin, un transfert de $200 000 a été tenté de la fondation Whittaker vers une société écran dans le Delaware enregistrée sous le nom de jeune fille de Céleste Whittaker. Reed s'est avancé et a tendu une pile de papier à l'huissier. Le transfert a été signalé et bloqué, a continué Reed, regardant directement Céleste. Parce que Claiborne Holdings détient la dette sur le compte principal de la fondation. Tu essayais de t'enfuir avec l'argent, Céleste, et tu laissais ton fils porter le chapeau. Céleste est devenue pâle. Grant s'est tourné pour regarder sa mère, la bouche bée. Mère, a chuchoté Grant. Tu as dit que cet argent était pour la défense juridique. C'était le cas, a craqué Céleste, perdant son sang-froid. En le déplaçant vers un compte que tu es la seule à contrôler, a demandé Reed d'un ton sec. Le juge a frappé son marteau. Silence. Madame Whittaker, si je découvre que vous déplacez des actifs, je vous condamnerai pour outrage plus vite que vous ne pouvez cligner des yeux. Le gel des avoirs est accordé. Avec effet immédiat, tous les comptes associés au nom des Whittaker sont verrouillés. Céleste s'est affaissée dans sa chaise. C'était fini. Son pouvoir était son argent, et Reed venait de fermer le robinet. Mais nous n'avions pas fini. Nous avons une dernière question, votre honneur, a dit Madame Sterling. La question de Mademoiselle Sloan mérite. L'avocat de Sloan s'est levé. Ma cliente n'est pas jugée ici. Sa crédibilité l'est, a dit Madame Sterling. Tout l'argument de la défense pour la légitimité de la séparation repose sur l'idée que Grant Whittaker et Sloan Merritt sont un couple légitime. Mais nous avons ici une déclaration sous serment d'un certain monsieur Travis Miller de Reno. Madame Sterling a brandi un document.
Mademoiselle Mérite a affirmé que son mariage avec Monsieur Miller était une erreur oubliée et d'il y a 4 ans. Cependant, cette déclaration comprend un reçu de carte de crédit d'un bed and breakfast à Lake Tahoe, daté d'il y a 3 mois. La réservation était au nom de M et Madame Miller. La salle d'audience a eu un hoquet de surprise. Elle n'a pas oublié qu'elle était mariée, a dit Madame Sterling, se tournant vers Grant. Elle fêtait son anniversaire avec son mari pendant qu'elle vous convainquait d'expulser votre femme enceinte. Ce n'est pas une partenaire, Monsieur Whittaker. C'est une escroc qui a trouvé une plus grosse proie. Grant avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Tout le récit, l'histoire d'amour, la fusion d'entreprise, l'avenir, tout n'était qu'un mensonge. Il avait détruit sa famille pour une femme qui se jouait de lui. Céleste s'est levée, tremblante de rage. C'est absurde. Mon fils est la victime ici. Il a été manipulé par cette femme. J'ai essayé de le protéger. J'ai essayé de protéger l'héritage familial. Elle a pointé un doigt tremblant vers moi. Et vous? Vous appréciez cela. Vous voulez nous ruiner parce que vous êtes amer. Je me suis levé. Je n'ai pas demandé la permission. Je me suis tourné pour faire face à ma belle-mère. Je ne suis pas amer, Céleste, ai-je dit. Ma voix était calme, portant jusqu'au fond de la pièce sans crier. Je suis épuisé. Vous parlez d'héritage. Vous parlez de protéger la famille. Mais il n'y a qu'un seul héritage réel dans cette pièce. J'ai posé ma main sur mon ventre. C'est votre petit enfant, ai-je dit. C'est l'avenir dont vous prétendez vous soucier, mais vous l'avez jeté dans les escaliers. Vous avez essayé d'affamer sa mère. Vous avez essayé de vendre son droit de naissance pour sauver une entreprise en ruine. La pièce était si calme que je pouvais entendre le bourdonnement du système de ventilation. Alors dites-moi, ai-je demandé, en la regardant droit dans les yeux. Voulez-vous un petit enfant, ou voulez-vous juste un masque social? Parce que vous ne pouvez pas avoir les deux. Céleste a ouvert la bouche pour parler, pour lancer une autre insulte. Mais elle s'est arrêtée. Elle a regardé le juge, les journalistes, son fils ruiné. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait plus de réplique. Elle s'est assise, vaincue. Justice Holloway a ajusté ses lunettes. J'en ai assez entendu. Le tribunal accorde le divorce pour motif de cruauté et d'adultère. La garde physique et légale complète de l'enfant à naître est attribuée à la mère, Esther Claiborne. Une ordonnance de protection permanente est émise contre Céleste Whittaker. Et concernant le soutien financier. La juge a regardé Grant. Monsieur Whittaker, vous paierez le montant statutaire maximum. Et franchement, vous devriez vous estimer chanceux que ce soit tout ce que la loi exige. Le marteau est tombé. Bang. C'était le son le plus fort et le plus beau que j'ai jamais entendu. Alors que la séance était levée, le chaos a éclaté, mais ce n'était pas le chaos de la presse. 2 hommes en costume sombre ont franchi les portes battantes. Ils se sont dirigés droit vers la table de la défense. Céleste Whittaker, a dit l'un d'eux, montrant un badge. Je suis l'agent Miller de l'IRS. Nous avons quelques questions concernant les frais de consultation de la fondation. Céleste a regardé l'agent, puis Reed. Reed a juste vérifié sa montre et a hoché la tête, comme si le train était arrivé exactement à l'heure. Céleste n'a pas crié cette fois. Elle avait juste l'air vieille. Je me suis tourné pour partir. Mason et Reed m'attendaient, triomphants. Esther. Je me suis arrêté. Je connaissais cette voix. Je me suis retourné. Grant avait bousculé son avocat. Il courait vers moi dans l'allée. Il avait l'air frénétique, brisé, dépouillé de toute l'arrogance qu'il avait définie. Des larmes coulaient sur son visage. Esther, attends, a-t-il supplié, tendant la main mais s'arrêtant juste avant la barrière invisible que Mason avait créée simplement en changeant de posture. S'il te plaît. Je ne savais pas pour Sloan. Je ne savais pas pour l'argent. J'étais perdu. Grant, ai-je dit. Nous pouvons réparer ça, a-t-il sangloté. J'irai en thérapie. Je couperai les ponts avec ma mère. Je ferai tout ce que tu veux. Ne m'enlève juste pas mon enfant. Ne me laisse pas avec rien. Je l'ai regardé. J'ai regardé l'homme pour qui j'avais préparé le dîner, l'homme que j'avais défendu, l'homme que j'avais aimé, et j'ai réalisé que je ne ressentais absolument rien. Pas de haine, pas de colère, juste une profonde et creuse indifférence.
Je ne te prends rien, Grant, ai-je dit doucement. Tu as tout jeté. Tu te souviens? Tu as jeté la valise. Tu as fait ce choix. Je peux changer, a-t-il crié. C'est trop tard, ai-je dit. Tu as choisi ton monde. Tu as choisi ta mère. Tu as choisi le mensonge parce que c'était plus facile que la vérité. Tu as fait ton choix. Maintenant, vis avec. Je lui ai tourné le dos. J'ai franchi les portes de la salle d'audience pour me retrouver sous les flashs aveuglants des caméras. L'air extérieur était froid, mais il semblait frais. Il semblait propre. J'ai descendu les marches, ignorant les journalistes qui criaient, ignorant les questions. J'ai vu le SUV noir qui m'attendait au bord du trottoir. Mason m'a tenu la porte ouverte. Avant que je n'entre, un huissier m'a tendu un porte-document. C'était le décret final, prêt pour ma signature. J'ai pris le stylo. J'ai posé ma main sur mon ventre, sentant un coup fort et régulier contre ma paume. Mon bébé était prêt, et moi aussi. J'ai signé mon nom, pas Esther Whittaker. Esther Claiborne. J'ai rendu le porte-document et je suis monté dans la voiture. La porte s'est refermée avec un bruit sourd et lourd, étouffant le bruit, étouffant le passé. Alors que la voiture s'éloignait, je n'ai pas regardé en arrière vers le palais de justice. J'ai regardé vers l'horizon, là où le reste de ma vie m'attendait. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. Si vous avez aimé voir les Whittaker obtenir exactement ce qu'ils méritaient, s'il vous plaît laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi, d'où écoutez-vous aujourd'hui?